reviennes pas. Chanson, chanson, pour que tu reviennes pas. 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 Pour que tu... Plus de promesses de fiançailles, de l'eau déchirant, bye bye. Baiser volé dans des criques, à faire le pont romantique. Plus de sous-marin dans ton bain, penser pour le premier bambin. Plus d'SMS à l'appel pour dire que je te kiffe ma belle. Plus de parties de cœur en l'air, d'heure de 1 en hiver. Chanson, chanson, pour que tu reviennes pas. 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 Chanson, chanson, pour que tu reviennes pas. 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 Pour que tu... Bye bye belle-mère, promesse à la mer. Bisous dans le cou, petit regard voyou. Ta main à tenir, efface tes souvenirs. Caprice c'est fini, tes caprices aussi Saint-Valentin. Surprise, y'a rien. Sans violence, plus violent d'amour symphonique. C'était trop long, reprends tes clics. Chanson, pour que tu reviennes pas. Pour que tu reviennes pas. Pour que tu... Chanson, chanson, pour que tu reviennes pas. 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 Chanson, chanson, pour que tu reviennes pas. 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 Pour que tu... Chanson, chanson, pour que tu reviennes pas. 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 Chanson, chanson, pour que tu reviennes pas. 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 Chanson, chanson, pour que tu reviennes pas. 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 Chanson, chanson, pour que tu reviennes pas. 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 Pour que tu... Donne-moi les paroles. 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 J'ai pas de thème. J'aime. J'ai pas de thème. J'aime. J'ai pas de thème. J'aime. J'aime.
bien le bonjour, messieurs, dames, bonjour à tous, 16h48, on a du retard, mais on est là, c'est le plus important, j'espère que vous êtes en forme. On est jeudi, ça y est, ça commence à être la fin de la semaine, on s'en rapproche là, on n'est à pas grand chose, j'espère que vous êtes plein badin, que vous êtes en forme, voilà, en ce jour particulier, évidemment, 13 novembre, 10 ans depuis les attentats, qu'est-ce que tu veux que je te dise, ça c'est pas facile, donc on a évidemment une pensée pour toutes les victimes, toutes les familles de victimes aujourd'hui, l'émission, vous vous doutez bien, on y pense évidemment, maintenant, alors pour vous le dire tout de suite, il y aura pas, je vais pas faire une séquence pour vous répéter ce qu'on sait tous, j'étais assez étonné là dans les journaux ce matin, il y a eu beaucoup de dossiers, qui c'était presque même les mêmes papiers qui sont publiés tous les ans d'une certaine manière, donc je comprends effectivement la commémoration, le souvenir, il y a des papiers qui retraçaient véritablement les attentats heure par heure et tout, le souvenir oui, la mémoire évidemment, mais j'ai pas compris, en tout cas j'ai pas compris tous ces papiers qui relataient un petit peu tout ça. Bon, après voilà, chacun son point de vue, on commence là-dessus, mais évidemment qu'on a une pensée, et évidemment que c'est un jour particulier. Voilà, on va parler de plein d'autres choses, on va essayer d'avoir la banane, attends, qu'est-ce que tu veux que je te dise, il faut essayer, il faut bricoler, on va essayer d'avoir la banane, et je vous l'avais promis, on a un retour historique aujourd'hui, légendaire dans cette émission. On va parler d'actualité, il y aura un peu d'actu internationale, il y aura de l'actu française, vous le savez, c'est le nouveau découpage. On est carré. Merci à mon Hervéro pour le sub 27e mois, et mon Hervéro qui dit « J'espère qu'on se fera une analyse de Sainte-Soline, un de ces quatre, et de ses implications. T'es en forme, Rémi ?» Eh ben oui, évidemment en forme. Alors, sur Sainte-Soline, j'ai vu les fameuses vidéos, effectivement, vidéos révélées par Mediapart. Je me le note pour la semaine prochaine. En plus, il y a pas mal de... Enfin, je me le note. En fait, on peut l'aborder vite fait, là. On est dans l'introduction, dans l'échauffement. Alors, des vidéos qui sont évidemment terribles. On voit des policiers qui tiennent des discours de milices de République bananière, qui veulent casser la gueule à des manifestants, qui veulent les crever, il n'y a pas de secret. En fait, c'est toujours pareil avec ce genre de séquence. On va en parler la semaine prochaine, pas tant pour la vidéo en tant que telle, mais pour prendre le temps d'essayer de l'analyser calmement. Parce que c'est toujours pareil avec le fait d'isoler une vidéo, sur un fait spécifique en lien avec une situation très complexe à penser, très complexe à réfléchir, à savoir le rapport d'une société aux forces de l'ordre. C'est-à-dire qu'on peut, de l'autre côté, si on met une caméra cachée, on peut avoir 10 vidéos, c'est certain, de manifestants qui veulent crever du flic. Donc c'est toujours un peu pareil avec ce genre de débat, c'est pas que je veux pas en parler, mais si j'en parle, c'est pour essayer de proposer une réflexion apaisée et une réflexion qui prend du temps. Parce que c'est facile d'englober, c'est facile de faire des généralités, et c'est facile de réagir avec l'émotion en disant les gentils, les méchants, les violents, les pas violents. Sauf que ce genre de situation me semble beaucoup plus complexe, et vous connaissez la maison, je vais pas vous dire il y a une vidéo qui montre que donc tous les policiers sont des salauds, parce que dans l'autre sens, je vous aurais dit la même chose. On peut prendre des militants qui sont contre les méga-bassines à Sainte-Soline, et il y en a certains qui sont super, il y en a certains qui veulent crever du flic. Donc c'est tout le problème de ce genre de séquence médiatique, c'est que tu vas isoler un fait qui valide un raisonnement préalable, on va dire. Donc la semaine prochaine, je me note d'en parler, mais ce sera pas pour la vidéo. Je vais pas faire 20 minutes pour vous dire que la vidéo est dégueulasse. Et je vais pas faire 20 minutes pour vous dire qu'il y a 5 connards, 10 connards de policiers qui ont dit des choses comme ça, et donc tous les policiers sont des connards. Évidemment, ça n'aurait pas de sens. Donc on va creuser un petit peu le truc la semaine prochaine. Je me le note, on a une belle semaine, parce que j'ai plein d'autres sujets. Mais on y reviendra avec plaisir, parce que c'est un sujet d'actualité. Je prends vos petits messages, installez-vous confortablement pour une émission qui s'annonce historique, je vous le dis tout de suite. Mouen qui dit « Et aussi un grand soutien aux unités d'élite de sécurité qui ont démêlé ce sac de nœuds du 13 novembre. » Mais voilà, en fait, t'as raison, tu me fais rebondir sur ce que je disais précédemment, c'est-à-dire que les flics, Sainte-Soline avec la vidéo, on a envie de les détester, 13 novembre, on les applaudit. Donc vous voyez bien que la situation est complexe et que ce serait ridicule de faire une lecture à la frontière ou à la libération en ne prenant que les extrêmes, en disant les méchants sont forcément de l'autre côté. Un même corps de métier peut avoir en son sein des membres qui sont des connards et certains qui sont des héros. C'est terrible. Dans les hôpitaux, c'est pareil. Il y en a qui sauvent des gosses d'un cancer et il y en a qui font de la merde et qui agressent des gens, qui les butent. C'est terrible. Mais à la poste, t'en as, ils te mettent bien le colis, t'en as, ils te le balancent par-dessus le portail. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? C'est terrible, c'est la vie en fait, hein, c'est la vie. Donc voilà, je pense qu'il faut
Il faut être dans le juste milieu, putain. Alors c'est une expression, hein, j'ai pas la place pour accueillir tout le monde. Merci à Dimcop pour le subprime 24e mois. Merci beaucoup. Les camarades, Kigali66 qui dit bonsoir à tous, Erasmus a fait 11 changements pour le match des Springboks contre l'Italie, il est en train de nous rendre fous, nous les supporters des Springboks. Alors vous les supporters des Springboks, déjà je vous pisse au cul. Je rigole, non, je rigole parce que vous êtes nombreux, puis vous êtes costauds sûrement. Mais ouais, j'ai vu, ils tournent beaucoup. Mais attention à l'Italie, non, l'Italie qui va prendre une valise, parce que j'ai vu le 15 de départ des Springboks, c'est quand même costaud. C'est quand même costaud avec des mecs bon, qui jouent pas à leur poste, mais c'est la force des Sudaf. Donc non, moi ce qui m'intéresse, c'est à quel point on va se faire rouler dessus par les Fidji. Je vous donnerai mon pronostic demain d'ailleurs sur le match de samedi. D'ailleurs, c'est pas un pronostic, c'est une divination, je vous le dis. Donc voilà, on est dans le papotage, allez-y les amis, hein. je prends le chat, je prends les questions et après on y va sur les séquences, on y va sur ce que je vous ai prévu aujourd'hui. Et puis on va pas faire de faux suspense. Aujourd'hui, séquence dans le Juste Bistrot, c'est historique. 2 ans quasiment qu'on n'avait pas parlé de lui. Il est de retour. C'est Martin Blachier. Martin Blachier dont on va parler ce soir. T'as vu, j'ai la banane. On lui doit tout en fait. C'est quasiment lui qui paye le loyer. On lui doit tout. Et il a fait un retour discret, à pas feutrer, sur Sud Radio. Ouais. Et parce qu'il sort un nouveau livre. Alors tout le monde s'en branle, mais il sort un nouveau livre. Donc ça va être Martin Blachier. Aujourd'hui. Mais évidemment, vous allez comprendre l'idée. Ce sera sous un angle différent, apaisé. Le temps est passé. Le temps passe et bien des choses ont changé. Qui aurait pu imaginer qu'un jour, hein, bah, tu sais pas toi le jeune qui écoute le rap. Je sais pas, moi. Mais si, Neg Marron, le bilan. Qui aurait pu imaginer qu'un jour le temps serait si vite écoulé. Ouais. On fait le bilan, se remémorant chaque instant. Comme si on avait 50 ans. Voilà, bon bref. Voilà, ça c'est le rap, les jeunes, la street, évidemment. Intomac qui dit t'as vu la nouvelle une de The Economist, ça fait rêver pour 2026. Alors attends, ça c'est du breaking news parce que c'est vrai que c'est une qui est toujours très scrutée. La une de The Economist, vous savez, c'est rempli de petits symboles. Alors j'ai pas vu, tu sais quoi, alors ça c'est marrant, voilà, on bouscule le programme d'entrée de jeu, on va se regarder la une parce que ça c'est vrai que c'est très intéressant. À chaque fois, la une de The Economist, donc un quotidien britannique, si je dis pas de conneries, vous me corrigez dans le chat. Et vous savez, c'est les unes où il y a beaucoup de symboles, dont une qui laissait deviner le Covid. Donc c'était la une de 2020 ou 2019. Et donc c'est vrai, alors là je savais pas que c'était sorti aujourd'hui, alors on bouscule le programme, on va se faire ça, parce que c'est souvent riche en émotions et riche en symboles, on va se faire un décryptage de la une de The Economist ensemble, c'était pas prévu, mais c'est un truc que j'aime beaucoup, qui fait souvent parler, alors là on va y aller, regardez, alors c'est ça, c'est celle-là, je l'ai, regardez, alors là on va faire de l'analyse, là attention, Rémi le dessous des cartes, hein. Là ça va être investigation dans vos slibards, alors on va y aller niveau par niveau. Alors, des missiles, un drapeau américain. Jusque-là, on est bon. Jusque-là, on est pas mal. Jusque-là, on n'est pas trop mal. On va décortiquer vraiment. Là, on essaie d'être rigoureux. Dites-moi dans le chat si vous voyez des choses. On se fait une analyse. C'est vraiment l'émission sur Arte. Là. Il parlait des tableaux. C'était formidable. On commence par le haut. Donc là, on a clairement du missile. Hein. Je pense que ça, là, en rouge, c'est du missile. Missile. Un point dans une menotte. Donc, à mon avis, c'est peut-être... Alors, soit une référence à une soirée chemsex chez Palmade qui finit en fist fucking, soit c'est le point des libertés individuelles. À mon avis, c'est un peu plus ça. Le point des libertés individuelles avec une menotte. Là, bon, le message, il est pas mal. Là, il y a un élément intéressant. Il y a des pilules ici. Voilà. Alors, les pilules, médicaments. On peut penser à ça. Là, on a un chien robot. Alors ça, celui-là, on le connaît. C'est Boston Electronics ou Boston je sais pas quoi. Rappelez-vous, je crois que c'était cette histoire-là. Le clébard des laboratoires, enfin du truc de développement Boston. Voilà, c'est ça. C'est celui-là le symbole. Hein. Vraiment, on décrypte tout ensemble, morceau par morceau. Ouais, c'est celui-là, tu vois. C'est ça. Boston Dynamics, voilà, c'est ça. Ils ont fait un clébard électronique, en fait. Voilà. C'est un truc qui est tout le temps à quatre pattes et qui fait ce qu'on lui dit. Alors en France, on appelle ça un député macroniste. Et Boston Electronics, ils appellent ça un robot. C'est un robot.
Donc on a le robot ici. Donc déjà intéressant. On a du missile, les drapeaux américains, on est pas mal. On a de la pilule, une sorte de gélule, je sais pas trop ce que c'est. Il y a du missile qui volette un peu de partout. On a le clébard, on a des satellites. Alors ça, le satellite, évidemment, c'est déjà un enjeu important, un enjeu géostratégique très important. D'ailleurs, il y a eu un article dans Les Échos hier, le 12 novembre, si je ne dis pas de bêtises. Il y a eu un article sur Apple qui est en train de travailler. Alors je vous donne, on est dans le décryptage, là c'est gratuit. Je vous balance tout un peu pêle-mêle, vous vous débrouillez. Apple qui est en train de travailler pour concurrencer Starlink d'Elon Musk sur le recours aux satellites pour la connexion Internet. Et il n'est pas impossible que d'ici 2-3 ans, les nouveaux iPhones soient connectés directement aux satellites pour contourner les opérateurs téléphoniques. Donc ce qui pourrait être quand même une secousse assez importante sur le marché des opérateurs téléphoniques parce que ça peut contourner, ça peut leur enlever une part de marché très conséquente. Et donc là je parle aux boursiers, c'est l'instant BFM Business avec le Chypre, Pierre-Emmanuel Le Chypre. Alors moi c'est Pierre-Emmanuel Le Chypre, donc c'est-à-dire les analyses financières pas dingue, mais je te sors une info, tu vois, qui est tout ce que je te dis est véridique. Vous connaissez la maison, je m'amuse pas à vous dire des conneries. Tu vois, regarde, Apple iPhone satellite, tu tapes ça et t'as des infos. Regarde, Futura Science il y a 2 jours, toujours connecté, même sans réseau, la nouvelle ambition d'Apple pour l'iPhone. Et je vous dis pas des conneries, tu vois. Donc on me fait confiance un petit peu. Donc les satellites vont devenir un enjeu géopolitique à bien des niveaux, que ce soit sur l'aspect militaire évidemment, mais aussi sur l'aspect du monde des affaires où Elon Musk a ouvert la voie avec Starlink pour le recours satellite grand public. Et Apple risque d'y aller. Donc si vous avez des investissements en bourse chez des opérateurs téléphoniques, à mon avis, commencez à réfléchir parce que si l'iPhone déploie cette technologie sur ses téléphones, SFR, Orange, ils vont faire la gueule. De toute façon, SFR, ils font déjà la gueule. Donc ça risque d'être intéressant. Donc le haut, je pense qu'on est d'accord. Dites-moi si vous voyez d'autres éléments. Du satellite, de la gélule, du missile, Pierre Palmade qui se prend un point dans le fiac. On est bien. Alors... là, par contre, il y a encore une gélule ici. On y revient, pardon, excusez-moi. Là, il y a un élément curieux. C'est ce bateau qui a l'air d'être plutôt un bateau grec. C'est pas un drakkar viking, à mon avis, parce qu'il n'y a pas de tête à l'avant, à la proue ou à la poupe. J'ai jamais su. Alors là, ce bateau... le bateau grec, je dirais grec. Là, honnêtement, je ne sais pas trop quoi vous dire. En bas à droite, c'est Zelensky, j'ai l'impression quand même. On a quelque chose. Mais là, il y a une symbolique qui est plutôt intéressante. À mon avis, il y a quelque chose à chercher là-dessus. Alors, dans le chat, il y en a certains qui disent Perse, Iran, peut-être égyptien. Moi, je dirais motif grec sur les voiles. Je dirais motif grec. Ou assyrien, nous dit moi de même, c'est possible. Ferdan nous dit alors là, ça me la poupe. Voilà, c'est une blague. Orlo Sargurion qui dit c'est un bateau phénicien. Ouais, Marcel Zorog dit aussi phénicien. Anarchy 08 est sur phénicien. Là, je vous fais confiance. Là, j'avoue que de Phénicie aussi. Ouais. Bah, moi aussi, je peux y aller dans les blagues de merde. C'est quand même mon émission. Alors là, la symbolique de ce bateau, je vous avoue que je sèche. Je sèche parce que je vois pas trop d'où ça sort. Alors, bateau phénicien. De toute façon, on va faire la recherche. On décrypte. On est ensemble. Putain, je tape bateau phénicien. Voilà. Ouais, c'est vrai que ça a plus l'air d'être ça. Sur ce qu'on peut trouver sur Google Images, ça a l'air d'être un peu plus ça. Après, on a des... ouais, le fort bateau Grèce antique. Si on tape ça, on va peut-être trouver le yacht de Nikos Aliagas. Ouais, c'est quand même pas les mêmes délires. Je sais pas. Alors là, cette symbolique, je vous avoue que celle-là, je sais pas. Intéressant. Alors on a toujours de la pilule, on a toujours du drone, jusque-là il n'y a rien de surprenant. Là par contre, c'est un autre type de bateau. À mon avis, c'est pas phénicien cette affaire. C'est pas phénicien. Là on est sur du cargo avec des canons. Donc là encore, c'est assez énigmatique. On a ce bateau, donc transport de cargo, vous savez, les gros bateaux qui transportent des... comment ça s'appelle, des containers, des porte-containers, c'est bien le nom d'ailleurs, avec du lance-missile. Ça, à mon avis, je travaille pas dans l'armée, mais c'est du lance-missile. Il y a une référence qui semble assez marquée à la fameuse flotte fantôme russe. En tout cas, je l'interpréterai comme ça. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais on nous parle depuis 3, 4, 5 mois, vous savez, de ces bateaux russes, en fait, qui sont des bateaux militaires, mais on n'est pas au courant. La fameuse flotte fantôme. Alors moi, je connaissais la menace fantôme dans Star Wars. Là, c'est flotte fantôme, donc ça n'a rien à voir.
Peut-être qu'il y a un clin d'œil là-dessus, sur ce côté vaisseaux commerciaux, enfin bateaux commerciaux, qui en fait sont militarisés, ou en tout cas ont un intérêt militaire. On peut aussi penser au bateau Evergreen, qui avait bloqué le canal de Panama pendant plusieurs jours, si ce n'est plusieurs semaines. C'était un porte-container aussi qui avait bloqué, et ça avait eu des conséquences très importantes. Je verrai ces deux interprétations là-dessus. Je sais pas là aussi ce que vous en pensez, je verrai deux interprétations. On a toujours du drone, on a toujours du missile. Sur le bateau, il y a plusieurs hypothèses. Il y a Fléau93 qui dit ça pourrait être un rapport avec les dieux phéniciens. La personne a l'air de faire une offrande. Ah oui, t'es toujours sur ce bateau-là. Oui, c'est pas impossible. C'est pas impossible, effectivement. Evergreen Terrace, c'est l'adresse des Simpsons, nous dit Winey 833. Flatipus dit c'est quoi ce dessin en fait? Alors, c'est la une de The Economist qui chaque année fait une une très énigmatique où il y a beaucoup de références sur l'année qui va se passer. Et donc, pour que tout le monde comprenne bien, je vais vous montrer la une qui avait fait parler sur le Covid. C'était quoi? C'était année 2020, si je dis pas de conneries. Mince, c'était laquelle où il y avait des symboles qui évoquaient directement le Covid? Ça, c'était 2025, tu vois. Donc déjà en 2025, il y avait une symbolique intéressante. Et des choses qui parfois peuvent sembler annonciatrices, on va dire. Ça, c'était 2024. Et tu vois, 2024, je crois que c'est l'année où il y avait une dame avec une couette quelque part, voilà, ici, qui ressemble à la nouvelle présidente du Mexique, Sheinbaum, Claudia Sheinbaum, je crois. Et c'était la une de 2019, on me dit, sur le Covid. Ah oui, c'est ça, pardon, excusez-moi. La une donc, qui est sortie, c'est fin 2018. Donc comme là, on a 2026, on l'a en fin 2025. La une qui a été publiée fin 2018 pour l'année 2019. Regardez, on avait plusieurs symboles très intéressants, dont... merde, c'est pas ça. Je vais essayer de vous l'agrandir, la photo. Tu vois, tu avais plusieurs symboles et tu avais un pangolin qui se promenait à un moment donné. Voilà, en bas, tu as ce qui s'apparente à un pangolin. Il y avait des symboles très intéressants, très intéressants. Là, en bas à gauche, tu as un symbole, tu as un animal qui ressemble à un pangolin. Tu vois, tu as le nez de Pinocchio du menteur, tu as des choses comme ça. Et donc, c'est très intéressant d'analyser cette une parce que, sans dire que, évidemment, ils annoncent tout, mais on a une symbolique en tout cas qui révèle certains éléments, qui fait sens en tout cas, une fois que le réel se déroule dans l'année annoncée. Donc on revient à l'année, à ce qui nous attend pour 2026, dans cet horoscope finalement. On était sur le porte-conteneur ici. On a toujours de la pilule, on a toujours du drone. Ici, bon, il y a une symbolique qui est assez claire, évidente. Une manette de PlayStation branchée à un cerveau. Donc ça, effectivement, le divertissement. Je pense qu'on est pas mal là-dessus. Le gâteau des 250. Est-ce que quelqu'un a la ref sur le 250 au milieu? Ça doit être un anniversaire de quelque chose. Là, je vous avoue que je ne l'ai pas. Ici, je pense que c'est Zelensky. Là, on a du char d'assaut, on est pas mal. Il y en a un derrière. Là, on a Narendra Modi, président de l'Inde. Là, je dirais Giorgia Meloni, je suppose. Et c'est 250 ans des USA, mais oui, je suis con. En plus, oui, pardon. Et oui, c'est 250 des États-Unis. Absolument, merci dans le chat. Ouais, heureusement que vous êtes là. L'âge de Soros, nous dit Moinemen, pas mal. Je dirais que c'est Meloni ici. Ou alors Anne Romanoff, la veste rouge, je sais pas, mais à mon avis, l'impact géopolitique d'Anne Romanoff, sans lui faire injure, n'est pas le plus évident. De l'autre côté, on a Netanyahou, Xi Jinping, Poutine. Donc on a sur le découpage qui est fait avec des épées au milieu, ce qui est intéressant, c'est que vous avez d'un côté Netanyahou, Xi Jinping, Poutine, de l'autre Trump, Modi, Meloni. Les cartes semblent un peu mélangées, parce qu'en l'état, les blocs sont pas formés comme ça. Donc intéressant. Alors il y a beaucoup de gélules et de pilules partout. Il y a vraiment beaucoup de médocs de partout, c'est assez curieux. On a du tank, donc on a bien balayé par là, on a toujours du tank par là. Tac, on est pas mal. Une sorte de courbe boursière derrière. Bon, je pense qu'il y a une symbolique un peu facile qui serait la courbe boursière avec dessus des épées, des armes. Donc un contexte conflictuel lié au monde boursier. Pas étonnant. Enfin, ça, jusque-là, c'est assez évident. Là, on a du soldat avec du missile. Bon, je pense que les métaphores guerrières sont assez claires. On a une seringue, dans le doute. Un drone, je sais pas, une sorte de
de drones terrestres automatisés avec un missile dessus, un glaçon qui fond, la fonte des glaces, on est pas mal. Quelqu'un qui semble voter avec une croix rouge, comme si c'était une abstention. On dirait quelqu'un, une sorte d'abstention dans une machine là. Du robot qui livre des colis, ça marche. Du vin rouge renversé, voilà, pourquoi pas. Une autre seringue, on en a 2 des seringues. On a un skieur pour les Jeux Olympiques d'hiver, évidemment. On a d'ailleurs un footballeur, tout en bas à droite pour la Coupe du Monde 2026 de foot. Une tablette de pilules, là encore. Le symbole fissuré du dollar. Ici, effectivement, mais c'est déjà le cas aujourd'hui. Écoutez, moi je trouve qu'il y a des choses intéressantes. Après, il ne faut pas non plus tirer les interprétations par les cheveux, pas exagérer. Moi, c'est ce bateau qui m'intrigue. Je vous avoue que je n'ai pas la référence. Je ne sais pas à quoi ça fait un clin d'œil. Alors, sur les pilules, vous êtes nombreux à me parler de pilules bleues, pilules rouges de Matrix. Pourquoi pas? Alors, c'est devenu un peu une tarte à la crème, la pilule bleue, pilule rouge de Matrix, qui est une référence forte, mais qu'on retrouve maintenant un petit peu partout. Donc, je serais un peu plus méfiant là-dessus, parce que vous voyez, elles sont pas forcément bleues et rouges. Si on est fidèle à Matrix, dans Matrix, elles sont pas comme ça. Elles sont entièrement bleues et entièrement rouges. Donc, ouais, puis tu vois, il y a même d'autres couleurs en fait à droite à gauche. Il y a même des gélules de couleurs vraiment différentes. Il n'y a pas de pilule noire pour le coup. Donc voilà. Il y a un symbole, il y a celui-là qu'on n'a pas commenté. On dirait un symbole, vous savez, dans les GPS, pour vous dire vous êtes ici. Bon. Ou un ouvre-bouteille pour se bourrer la gueule, ce qui n'empêche pas d'être géolocalisé. Ouais, vraiment, il n'y a rien qui m'interpelle parce que la robotisation, bon, on en parle beaucoup. Les médicaments, c'est vrai qu'il y en a beaucoup. Alors, ce serait grossier s'il y a une nouvelle pandémie. Là, clairement, ça veut dire que The Economist a des infos qu'on n'a pas. Il y a la disposition des grands leaders de ce monde qui est peut-être un peu surprenante parce qu'elle n'est pas forcément cohérente. J'aurais plutôt mis Netanyahou à la place de Narendra Modi, pour le coup, avec un bloc Trump, Netanyahou, supposément Mélanie, mais ça lui ressemble. Ouais, si, peut-être. Et l'autre bloc, Xi Jinping, Modi, Poutine. Peut-être qu'il y a une disposition curieuse à ce niveau-là. Dites-moi, vous, ce que vous en pensez. Il y a Babcom5 qui dit Rémi, ce que je vois là, c'est l'effondrement de l'Occident et le retour du sacré. Peut-être. Tu dirais le retour du sacré par le bateau, c'est ça? Alors, supposément vénitien. On cherche des Stéphane Bern dans l'équipe qui pourraient nous renseigner. Donuts Olive 40 dit la manette reliée à un cerveau. Alors, je pense qu'effectivement, ça, il y a une symbolique, mais qui est contemporaine, qui me semble pas projetée sur le futur du jeu vidéo, du lien avec l'attention, le cerveau. Bon, c'est le cas aujourd'hui. On aurait pu mettre une télévision à la place de la manette. On avait à peu près la même symbolique. Coupe du monde avec le footballeur, ça on est d'accord. Esprit critique dit militariser leurs bateaux commerciaux pour pallier au manque de flotte militaire. Peut-être. Ch'ti Pouletto dit le bateau, ça peut être un bateau de terre-mer. Ghislaine Maxwell pour trafic humain et notamment enfants. Alors, ça me semble peut-être un peu excessif, mais peut-être. Là, de toute façon, on est tous dans la projection, donc autant tenter des trucs. Hervéro dit la femme, ça peut être la Nobel de la paix, la vénézuélienne. Ah, c'est pas con ça. C'est pas con, mon Hervéro. Attends, prix Nobel de la paix, on va regarder sa photo. Ouais, alors, non, ça lui ressemble pas, c'est une brune. Hein. Regarde. Madame, attends, je veux pas écorcher son nom. Maria Corina Machado. On est pas mal. Hein. T'as vu, on a voyagé tout à coup. On est au Venezuela. Venezolano. Je bricole l'espagnol. J'ai déjà bu quelques sangria dans ma vie. J'ai des notions. Por favor. Tapas. Chicharrones. Andaluz. Aussi belle que Yalous. Enfin voilà. Tout ça qui va avec. Alors Ferdan nous dit au 9e siècle avant Jésus-Christ, les Phéniciens s'étaient imposés comme l'une des plus grandes puissances commerciales du monde antique. Et voilà, on l'a notre Stéphane Bern, on l'a trouvé. Intéressant, c'est vrai que ça ferait sens en fait avec ce jeu, avec le bateau. Il y a une sorte de rapport entre les deux, c'est qu'ils sont à peu près au même endroit. Une sorte de symétrie entre le bateau phénicien, effectivement, qui pourrait être les leaders du commerce antique, face aux porte-containers qui serait le symbole des leaders commerciaux contemporains. T'as vu comment on a pris du galon chez Juste Milieu.
C'est fini les histoires de ce que j'ai bouffé hier. Là, on parle de Phénicie. Phénicie, hein. Phénicie, ça c'est sérieux. Cled qui nous dit pour la manette et le cerveau, un petit lien à Musk qui est un joueur de jeux vidéo et le lien aussi avec ses puces dans la tête. Ouais, peut-être. Je trouve ça peut-être un poil excessif, mais peut-être. Babcom5 dit Phénicie aussi, elle a déjà été faite la blague. Ah, je pouvais pas la louper. Attends, c'était quoi le homard là, nanana, il avait du poil aux pattes, Félicie aussi. Allez, on se l'écoute. Allez, voilà. Sans aucune transition, on va passer du The Economist à Fernandel. Et ça c'est unique. Ça, c'est unique. Et après, on va dérouler les fenêtres que je vous propose aujourd'hui. Pas mal de petits sujets, vous allez voir. Ça va être sympatoche. Et puis la séquence légendaire qui nous attend sur Martin Blachier. Allez, on se met Fernandel Félicie aussi. Okay. C'est une archive INA. Donc si vous regardez le replay sur YouTube, vous inquiétez pas. La vidéo est coupée parce qu'on théoriquement n'a pas le droit de diffuser ce genre de trucs. Il faut les enlever. Voilà. C'est pour ça que c'est coupé. Vous ne voyez pas les séquences. Vous pouvez taper Félicie aussi sur YouTube et le regarder de votre côté. C'est toujours un régal. Fernandel, la vache et le prisonnier, l'huile d'olive Puget. On se régale. Voilà. Ça régale, c'est tellement à l'ancienne, mais qu'est-ce que c'est drôle, putain. 3 minutes, ça régale. Et le jeu d'acteur est tellement précis sur quelques mimiques. C'est délicieux, c'est magnifique. Et en ce moment, de toute façon, moi j'ai 72 ans, c'est ça que vous savez pas. Je fais le home trainer, vous en battez les reins. Après, on part sur les sujets, hein, mais je fais le vélo à la maison pour entretenir ce qui reste. Et je regarde des films. Là, je regarde L'aventure, c'est l'aventure. Alors je parle à ceux qui l'ont vu. Pour l'instant, je suis pas convaincu. On m'avait dit que c'était pépite. Je me régale pas. Mais c'est vrai que ça fait plaisir de voir Jacques Brel, puis Lino Ventura quand même. Ah, c'est la classe quand même. C'est quelque chose. Oh, c'est fort. Franchement, c'est fortiche. Lino Ventura, il me régale. Vraiment, je crois que avec Jean Gabin, évidemment, c'est quand même la gigantesque classe. C'est vraiment... Là, la brochette d'acteurs, elle fait pas rire. T'as même Johnny, avec l'enlèvement de Johnny, ça m'a fumé. Mais ouais, non, c'était vraiment sympatoche. Vraiment sympatoche. Tu vois, on est passé de la une de The Economist à Fernandel, et là, on va enchaîner, on va aboutir à Martin Blachier. Donc c'est un chemin, c'est le chemin de la vie, finalement, qu'on emprunte un petit peu tout le temps, dans notre moment à nous. Parce que vous savez, moi, j'aime bien dire des trucs qui dérangent. Et je vais mettre les pieds dans le plat, je vais dire des trucs de dingue. Vous êtes super. Vous êtes super et on n'a pas peur de parcourir ce chemin de la vie qui, de pavé en pavé, de rue en rue, de port en port, nous amène vers la merde, parce que l'actu, c'est de la merde. Donc voilà, non mais je vais pas vous mentir. Je fais un petit peu de poésie, mais je suis obligé d'en arriver que, voilà, là, je vais vous parler quoi ? L'actu française. On va commencer avec ça. Alors, on va rester dans le terrain des réflexions. Dans le terrain des réflexions, on ouvre la fenêtre actualité française avec un papier que j'ai vu passer dans l'Opinion du 4 novembre et je vais vous en faire lecture. Parce que réflexion intéressante d'un mec que j'adore, je vous en ai déjà parlé. Et parfois ça fait du bien, voilà, de la version presque podcast du Juste Bistrot où je vais vous lire un passage de ma voix douce, sexy, excitante diraient certains, un monsieur qui s'appelle Raphaël Llorca, que j'aime beaucoup, qui a écrit un bouquin notamment qui s'appelle La marque Macron, je crois que je vous en ai déjà parlé, je me demande si j'avais pas fait une vidéo d'ailleurs sur la chaîne YouTube, et qui est un analyste politique que je trouve brillant, et qui a cette capacité en fait à brancher, à analyser ce qu'on a sous les yeux, et à faire des analyses vraiment surprenantes, avec un pas de côté marqué, et donc il y a cet article qui est sorti dans l'Opinion du 4 novembre qui s'appelle « Le devenir goodies de l'extrême droite ». Alors je vais vous en parler parce que, en plus on parle de frontières, vous savez je peux pas les blairer, mais à la limite c'est pas le sujet. L'aspect extrême droite, vous allez voir, je vais vous lire une grosse partie de l'article, de la tribune, je vais vous lire une grosse partie de la tribune et vous allez voir en fait c'est interchangeable, c'est-à-dire que ça marche pour tout le monde et c'est une analyse que je trouve assez brillante sur ce qu'est devenu la politique. Mais sortez-vous de la tête, je pense que c'est pas une critique frontale de l'extrême droite. C'est une analyse plus profonde du fonctionnement nouveau de notre politique contemporaine en France. Et donc, je vous lis ça, fermez tout ce que vous êtes en train de faire,
fermez les yeux, fermez vos gueules, parce que sinon on n'entend rien. Non, on ne dit pas ça en live. Personne ne dit ça. Donc, je vous lis ça, vous allez voir, c'est brillant, brillant. Le 30 octobre dernier, le Média Frontière a lancé sa boutique en ligne. Je mets des guillemets et j'y tiens parce qu'à l'issue d'une longue enquête que je leur avais consacrée, j'en avais conclu que leur méthode, leur conception de l'information et leur pratique de l'agite-prop faisaient de Frontière un organe de propagande plus proche du militantisme et de la communication politique que d'un média d'investigation comme ils aiment se présenter. En tout cas, il est désormais possible d'acheter une coque de téléphone, des stylos, un mug, un tote bag ou encore une gourde. Mieux, leur gamme de vêtements unisexes propose des t-shirts au slogan évocateur « Faites des bébés, c'est coin à facho, plus franchement complotiste et un brin inquiétant, tout le monde sait », sans oublier le slogan fasciste de Charles Maurras, repris dans tous les meetings du Front National « On est chez nous ». Alors, c'est la partie de l'article où je suis pas d'accord. Pour faire la petite parenthèse et commenter morceau par morceau, on peut discuter tout ça, les t-shirts, les conneries, les machins, mais je trouve que ça va un petit peu plus loin. Voilà donc que l'une des avant-gardes de l'extrême droite contemporaine française est caractérisée par un devenir goodies, à savoir le moment où une idéologie politique se matérialise dans la consommation d'objets matériels du quotidien. C'est un tournant historique, car l'extrême droite française s'est longtemps construite en réaction à la société de consommation qu'elle tenait pour l'un des principaux vecteurs de la décadence moderne. Alain de Benoît, figure intellectuelle majeure de la nouvelle droite, voyait dans le marché un agent de dissolution des appartenances, la consommation détachait l'homme du sol, dissolvait les traditions, atomisait la société en individus interchangeables. Même tonalité chez Patrick Buisson, dans son livre Décadence de 2023, pour qui la révolution consumériste détruit l'ordre chrétien en substituant la jouissance au salut et le bonheur matériel à la béatitude. La publicité, la télévision, le crédit à la consommation devenaient, sous sa plume, les instruments d'un nouveau paganisme marchand, corrompant le lien social et précipitant le grand effondrement moral. Le retournement est culturel. L'extrême droite traditionnelle était anti-américaine. Pour rappel, l'ouverture de Disneyland Paris s'était accompagnée d'un tombereau de réflexion sur la thématique du cheval de Troie impérialiste. Lors d'un colloque national organisé par la revue Éléments, on allait même jusqu'à parler d'une colonisation subtile de l'American Way of Life. L'extrême droite contemporaine, quant à elle, si elle continue de prôner la défense d'une civilisation européenne, puise ouvertement son inspiration dans ce qui se passe outre-Atlantique. Alors, vraiment, bon, la petite phrase, la qualification de complotiste de la phrase, tout le monde sait, bon, à la limite, je vous l'ai dit, essayons de se dissocier de ça. Je pense que oui, il y a un prisme politique qui fait que Raphaël Lurka, n'est pas très fan de l'extrême droite, ça on est d'accord. À la limite, c'est pas la question parce que je pense qu'il y a vraiment des réflexions très importantes à tirer de cet article et je voulais vraiment vous le partager et qu'on puisse le commenter en prenant un petit peu le temps de ce que ça veut dire. C'est que en plus, ça fait un lien direct avec ce qu'on évoquait avec le précepteur Charles Robin dans la vidéo sur Michel Clouscar, c'est le fait que la marchandisation se soit emparée de nos convictions, de nos idées et de nos comportements. Pour la faire courte, et je vous invite à regarder cette vidéo évidemment, nos actes de consommation en disent plus sur nous que nos pensées, nos idées, nos croyances, nos réflexions. Pour être écolo, il faut acheter une Tesla. Pour être d'extrême droite, bientôt, il faudra le t-shirt Frontière. Pour être d'extrême gauche, il faut aller à la Biocoop, acheter biodégradable, tout ce que vous voulez. La consommation régit notre image dans la société. Donc ça, on est d'accord, et c'est de toute façon, c'est l'un des coups de génie de Michel Clouscar dans ses analyses sur néofascisme et idéologie du désir, ce bouquin que je vous invite à découvrir, qui a déjà expliqué tout ça, qui a déjà théorisé tout ça. Mais il y a un point très intéressant dans la critique de Raphaël Lurka et que je voulais souligner avec vous et qui démontre le retournement de ce qu'est devenu l'extrême droite aujourd'hui et qui est une supercherie. Non pas une supercherie par rapport aux autres partis politiques, chacun a ses opinions et on s'en fout. L'extrême droite est devenue une supercherie par rapport à ses propres idéaux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous prenez du Rassemblement national jusqu'à Reconquête, en passant par les coquilles médiatiques de tout ça, vous avez une soumission assumée aux États-Unis, un alignement atlantiste sur le projet politique et le projet idéologique, ça ne fait aucun doute, et donc une soumission claire et nette à ce qui était combattu avant. On en revient à cette contradiction, vous ne pouvez pas être souverainiste si vous êtes les prostituées des Américains. Ça peut pas marcher.
Quand tu vas célébrer l'arrivée au pouvoir de Donald Trump, dont le slogan est Make America Great Again, c'est pas Make America Great Again et un peu la France. On est copains. C'est Make America Great Again. Donc les Américains nous ont marché dessus, nous marchent dessus et nous marcherons dessus. Donc moi, les souverainistes et ou extrême droite et ou pro-français qui nous expliquent que le retour de Trump au pouvoir est une super chose, j'y vois comme une contradiction. Ça n'a aucun sens. Vous n'applaudissez pas quelqu'un qui a pour ambition de vous soumettre. Après, chacun ses désirs sexuels, chacun ses délires. Mais ça me semble contradictoire. Donc, ce que dit Raphaël Liorca dans cette analyse et que je trouve brillant, c'est que par la marchandisation, que ce soit l'exemple de Frontières, mais d'autres exemples, évidemment, je vous l'ai dit, ça marche avec tout. C'est pas du tout qu'une question d'extrême droite. Ce qui est intéressant, c'est que la marchandisation s'est tellement emparée de nos comportements qu'elle en vient à créer des contradictions terribles. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez ces comportements politiques qui sont d'abord dictés par des actes d'achat. Je vous l'ai dit tout à l'heure, vous êtes d'abord un consommateur qui exprime ses idées par sa consommation. Le cas de l'écolo qui achète une Tesla, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Ou le wokiste qui va acheter telle ou telle marque parce qu'elle a fait une campagne de publicité orientée woke. C'est exactement la même chose. Je vous l'ai dit, il faut vraiment prendre 10 pas de recul pour comprendre que c'est pas du tout une question politique. Si dans ce que je dis, vous comprenez que j'en veux à l'extrême droite, je pense qu'on vous avez pas compris. Je pense que vous n'avez pas compris ce que j'essaie de passer comme message. C'est que là où notre vie politique est en train d'être complètement biaisée, c'est que la marchandisation s'est emparée de tout. La société du spectacle s'est emparée de tout. Et je trouve que c'est passionnant. Le rappel que fait Raphaël Liorca est passionnant parce que, d'une certaine manière, Frontières l'illustre parfaitement. Je vous aurais dit la même chose. Demain, Radio Nova, qui est un média de gauche, voire extrême gauche, détenu par un milliardaire, donc c'est exactement le même schéma. Radio Nova fait des t-shirts, la gauche c'est super. Je vous dis la même chose, vraiment qu'on soit bien d'accord. Frontières, vous savez que je ne peux pas les blairer, mais pour des raisons qui sont claires. Notamment les accusations d'agression sexuelle d'Éric Tegner. Donc c'est un autre débat, ça n'a rien à voir. Ce qui m'intéresse, c'est l'aspect symbolique des t-shirts qui sont vendus en disant faites des bébés, c'est quoi un facho, je sais pas quoi. C'est-à-dire que pour marquer son positionnement politique, il faut consommer. Il faut consommer. Là où Frontières, qui aime bien nous expliquer que le catholicisme doit vaincre, le retour de la France éternelle et du catholicisme, pourquoi Frontières ne reverse pas les bénéfices ou n'invite pas ses ouailles à faire des dons pour sauver notre patrimoine, par exemple. Peut-être le font-ils, mais j'ai vu plus de communication pour vendre les t-shirts que pour restaurer les églises. Donc, il y a comme une forme de contradiction, et qu'on retrouve dans tous les partis. J'insiste lourdement là-dessus, on est chez Juste Milieu, mais je sais que voilà, je veux pas qu'il y ait de malentendus, que tout le monde comprenne bien ce que je dis. Et je trouve que c'est passionnant, parce que c'est la démonstration parfaite du glissement dans lequel nous sommes tombés, où la consommation régit tout, mais ça se retrouve aussi dans notre consommation de l'information. Qu'est-ce que vous regardez ? Je vous dirai qui vous êtes, je vous dirai ce que vous votez. Donc, on retrouve cette guerre commerciale de partout, des manifestations de cette guerre commerciale de partout. Et je trouve ça passionnant, je trouve ça vraiment passionnant, et l'article de Raphaël Liorca met ça en lumière, met ces contradictions inhérentes à cette nouvelle domination idéologique qui est le retour du conservatisme en France, où au fond, pour affirmer votre soutien à cette cause, il faut d'abord consommer. Il faut vous abonner, il faut payer, il faut le t-shirt, il faut je sais pas quoi. Et je trouve ça vraiment, vraiment très intéressant. Et ça rejoint ce que je disais Michel Clouscar il y a maintenant 45 ans. Donc comme quoi on n'a pas beaucoup avancé. Donc voilà, sur l'article que je voulais vous partager, sur l'actualité française, ce que je voulais vous dire là-dessus, sur ce sujet-là. Dites-moi un petit peu dans le chat quelles sont vos réactions avant qu'on passe sur l'actu internationale. Il y a eu un papier très intéressant dans Le Temps, média suisse, qui nous parle de l'Union européenne. Dites-moi d'abord sur ce volet-là du devenir goodies de l'extrême droite. J'aime bien le nom, mais marchandisation de la politique me va un peu mieux parce que c'est français, monsieur. C'est français. On a quoi ? On a Anarchy08 qui dit les bouffeurs de curés qui sont devenus des suceurs de babouches ou les anti-ingérences étrangères qui font des câlins aux nationalistes étrangers. Effectivement, c'est de l'ordre du contradictoire. C'est de l'ordre du contradictoire, tout à fait.
Glidat qui dit un livre très intéressant que j'ai lu, c'est No Logo. Je vous le conseille, de Naomi Klein, si je dis pas de bêtises. Absolument. J'ai lu de Naomi Klein. C'est quoi? C'est merde. Celui de l'effondrement, je sais plus. Le titre m'échappe. Ça m'échappe. Hervéro qui dit je le remets, c'est comme les t-shirts Europe Écologie Les Verts 100% coton bio fabriqués au Bangladesh. Absolument. C'est en fait ce qu'on essaie de développer avec le précepteur dans la vidéo. On en a déjà parlé, vous savez à quel point ces idées me semblent passionnantes parce qu'elles sont éclairantes. C'est de considérer que la marchandisation et plus largement le capitalisme, voilà la stratégie du choc, merci à Glidat dans le chat, la consommation et plus largement le capitalisme ne s'embarrasse pas en fait de couleur politique. C'est très important à comprendre. Le but c'est de consommer. Quoi que vous consommiez, quel que soit le parti politique, quelle que soit l'idée, quel que soit je ne sais quoi, l'important est l'acte d'achat. Le reste, on s'en fout. Donc on peut vous vendre tous les discours et leur contraire tant que ça achète, tant que ça vend. Donc là-dessus, c'est un point important. Sur la fenêtre internationale, on avance avec cet article du Temps, Média Suisse, donc équivalent du Monde en Suisse, qui nous parle d'un bouclier démocratique contre la désinformation. Vous avez évidemment entendu parler de ça. Là, j'ai vu fleurir la vidéo, les vidéos de partout, les annonces sur les réseaux sociaux, la censure. Évidemment, Bruxelles continue dans ses avancées. Le Temps qui nous dit dans le chapeau, Bruxelles veut aller de l'avant pour lutter contre les interférences étrangères et la manipulation d'opinion, notamment à travers un nouveau centre pour la résilience démocratique. Moscou est visé alors que la menace chinoise est à peine évoquée. Alors, évidemment, c'est clairement le sujet du moment. L'Union européenne, après la polémique chat control qui reviendra potentiellement en avril, je vous en avais parlé dans ma vidéo qui est sortie il y a quelques jours là-dessus, après toutes les conneries globalement de l'Union européenne, voilà maintenant ce centre pour la résilience démocratique. Donc encore une officine en bois qui va coûter un pognon de dingue, comme dirait l'autre, avec des gens payés à pas foutre grand-chose, si ce n'est chercher à censurer les opinions, à contrôler les réseaux sociaux et tutti quanti. Bon, là-dessus, Le Temps fait un article très mainstream, c'est-à-dire il nous explique les ingérences qui ont eu lieu en Moldavie, qui ont eu lieu dans différents pays où évidemment c'était les Russes, globalement c'est les Russes. Moi ce matin, je me suis fait mal au doigt en me coupant les ongles, c'était les Russes. Donc tout ça on connaît, Le Temps fait un truc là-dessus assez classique, on va dire, malheureusement classique. Et il y a cette idée voilà, de cette nouvelle structure, alors on ne sait absolument pas ce que ça veut dire, la résilience démocratique. Alors, vraiment c'est les grands mots pour effectivement expliquer qu'il y a une volonté de censure des opinions. Donc pour l'instant, on ne sait pas du tout la gueule que ça va prendre, parce que de toute façon, avec l'Union européenne, ça n'est jamais très clair. Très clair. Donc, c'est pas que j'ai envie de dire pas de panique à bord, mais juste attendons d'avoir un petit peu plus de précision là-dessus, dans la mesure où de toute façon, cette censure est déjà en place. C'est pour ça que cette polémique, je voulais la prendre un petit peu à l'envers, si vous voulez. Parce que je peux faire 15 minutes à vous dire mon Dieu c'est horrible, l'Union européenne veut nous censurer, c'est terrible, en disant ça sur Twitch avec une vidéo qui est republiée sur YouTube. Bon, je peux faire ça pendant 20 minutes pour vous inquiéter. Je vais pas vous inquiéter sur quelque chose que tout le monde sait déjà. C'est-à-dire que le risque de censure est omniprésent. C'est pour ça que je vous parlais de ce qui se passe du côté de l'Union européenne, pour réaffirmer ma position là-dessus, qu'on partagera peut-être pas, n'hésitez pas à réagir, et c'est important là encore qu'on puisse en discuter, mais ça commence à me gonfler, très sincèrement. À chaque fois qu'un politicien véreux a une idée de merde pour contrôler les esprits, pour dominer les opinions, pour tromper les gens, à chaque fois, il y a une polémique qui ressort avec les vidéos qui font peur, de la censure, de je sais pas quoi et tout. Je ne vous dis pas que ça fait pas peur. Je vous dis juste que ça fait pas plus peur de le dire 15 fois. Le fait initial est que l'Union européenne est un système totalitaire qui a pour ambition de façonner les individus, que ce soit sur leur comportement d'achat, sur leur comportement politique, sur leur comportement intellectuel et donc sur leurs idées. Et le problème des réseaux sociaux, c'est que ça donne une fenêtre d'expression et de réflexion bien trop large pour ne pas être maîtrisé. Donc ça, on peut le savoir, ça fait peut-être 40 ans
qu'on peut savoir que l'Union européenne est prête à manipuler des élections, à manipuler des référendums. Donc, si je vous dis ça, c'est pas une fois de plus pour essayer d'avoir le pas de côté de juste milieu qui casse les couilles. Mais c'est juste que quelque chose qui fait peur une fois ne fait pas plus peur si vous le répétez 15 fois. Donc, il faut peut-être arrêter d'hystériser le débat et à chaque nouvelle connerie, de rejouer à se faire peur sur un truc qu'on savait déjà. C'est terrible, mais quand vous avez un proche malade, vous n'allez pas le voir tous les matins en disant tu vas peut-être mourir. Non, mais je t'avais peut-être oublié, mais c'est pas bon. Hein. C'est pas bon ce qu'ils ont dit. Hein. Moi, j'ai arrêté la physique-chimie en CE2, mais à mon avis, t'es au courant. Non, le meilleur moyen d'aider ton proche malade, c'est justement de le tirer vers le haut. Tout le monde sait qu'on n'est pas bon. Tout le monde sait que les radios, elles sont pas terribles. Donc, essayons d'avoir des messages positifs. Essayons de comprendre la situation avec un angle un petit peu différent. De toute façon, on est dans la merde. Donc, j'appelle pas à baisser les bras. J'appelle juste à d'ores et déjà s'organiser pour trouver des solutions constructives, positives, qui nous engagent vers autre chose. Demain, s'ils censurent les réseaux sociaux, on aura passé tout le temps qui précède à se dire « Oh là là, ils veulent censurer les réseaux sociaux. » Oui, non mais d'accord, en fait, on n'aura rien foutu. Donc on va se retrouver une main devant, une main derrière. Et donc, là encore, c'est tout le paradoxe de la position que je tiens, c'est que je vous dis ça sur Twitch et je vais mettre ma vidéo sur YouTube, en la relayant sur Twitter. Donc de toute façon, vous voyez bien que je suis l'incarnation de cette contradiction, d'hurler à la censure tous les 4 matins, alors qu'en fait, tous les 4 matins, pardon, alors qu'on hurle à la censure sur des réseaux sociaux, qui jusqu'à preuve du contraire, nous ont pas censurés. Donc, à un moment donné, comment on essaie de se projeter là-dessus en étant constructif, en allant de l'avant? Parce que j'ai franchement l'impression qu'on s'immobilise nous-mêmes. J'ai franchement l'impression qu'on joue à se faire peur, on joue à se rendre impuissant, à se faire peur, tu sais, de dire « Ah mon Dieu, mais c'est terrible la censure ». Et la semaine d'après, ah oui, parce qu'en fait Macron, tu vois, et effectivement Macron, vous avez sûrement entendu ce qu'il a dit à Toulouse, c'était hier, pareil, ça aussi, ça a mis le feu aux poudres. Macron veut censurer tout le monde et tout le monde se sent censuré. Écoutez ce qu'il nous a dit à Toulouse, Macron, c'était hier. Le troisième point, il faut qu'on se dote de mécanismes pour avoir de la visibilité sur les algorithmes. C'est-à-dire vers quoi ces algorithmes vont me pousser. S'ils me poussent tout le temps vers des fausses informations, c'est pas possible. Quatrièmement, il faut mettre un système en place, on a les bases, mais c'est ça qu'on veut accélérer, pour retirer ces contenus qui sont faux, et donc imposer des responsabilités de modération à ces réseaux sociaux et ces plateformes. Et cinquième point, il faut chasser les faux comptes. Parce que derrière, quand on vous dit, et c'est là le grand risque, et c'est pour ça que ça s'enflamme, c'est que vous avez ces réseaux avec tous les défauts de formation que j'ai évoqués. Mais quand vous avez 1 million de personnes qui se mettent à réagir à une information, ça devient une information. Et donc, les journalistes sont obligés de le regarder comme une information, parce qu'il y a eu 1 million de gens qui ont réagi. Donc, c'est commenté sur les chaînes d'information continue, c'est parfois repris dans la presse. Ça devient un fait. Mais est-ce que ce million qui a réagi, c'est 1 million de vrais comptes? Je ne sais pas le dire. Voilà. Parce qu'on... Donc Macron nous ressort ces ritournelles, si vous voulez, de dictateurs en costume The Couples, de dire maîtriser les faux comptes, les machins, les bidules. Mais ça aboutit toujours au même point. La liberté de penser, on embrasse Florent Pagny, la liberté de penser les emmerde. Donc maintenant qu'on le sait, on va pas se contenter de dire « Ah, ça les emmerde. » Et là, ils vont censurer, c'est sûr. Aujourd'hui, ça devient ridicule. Ça fait 10 ans qu'on entend cette rumeur de censure sur les réseaux sociaux. Je vous dis pas que c'est pas vrai. Et encore dans la farce tranquille, il y a quelques jours, je disais, putain, effectivement, les algorithmes, peut-être en un peu shadowban, ça casse les pieds. Bon bah oui, effectivement, je le subis au quotidien, vous le subissez aussi au quotidien, parce que en tant que spectateur, vous n'avez pas forcément les vidéos qui remontent dans les fils. Bon, comment on fait? Vous voyez ce que j'ai annoncé dans la farce tranquille hier, je vous en ai parlé, ça fait quelques fois. Ça commence à nous casser les pieds, cette histoire. Et je vais pas vous dire 53 fois dans les vidéos, mon Dieu, on est censuré. L'année prochaine, on va sortir un nouveau format juste milieu, qui sera accessible seulement sur notre newsletter. On vous l'enverra sur un truc hébergé à nous. Comme ça, il n'y a plus d'histoire d'algorithme. Il n'y a plus d'histoire de like, de cœur, de je sais pas quoi. Vous voulez la recevoir, ben vous inscrivez à notre newsletter. Canal direct, on n'est plus soumis à ça. On continuera à être sur YouTube, évidemment, mais au moins on contourne le problème. Et puis en plus, c'est une question de liberté d'expression, parce que c'est un format où j'ai envie que ça gratte un peu. Donc, on essaie de s'organiser. Et puis, même chose, demain, ils veulent
censurer les réseaux sociaux, qu'on ne puisse plus discuter entre nous, ou alors ce projet chat control de vérifier les messages des citoyens. Bon. On aura passé tout notre temps à dire « Oh mon Dieu, c'est horrible ». Alors qu'on aurait pu essayer de créer du lien, engager des communautés dans la vraie vie, de dire « Ben oui, on est très nombreux, c'est super, vous êtes plein à regarder les vidéos, c'est génial. Mais entre vous, est-ce que vous vous connaissez ?» Parce que si vous regardez les vidéos, que vous vous fendez la gueule, mais que ce soit Juste Milieu, Toxin, Nicolas Vidal, n'importe qui, on s'en fout, je parle pas que de mon cas, hein. Et puis Brut, n'importe quoi. Si, dans une logique de communauté, de communautarisation au sens positif du terme, c'est-à-dire réunir les gens, quelle que soit la chaîne YouTube, quel que soit le média, on s'en fout. Si on avait peur de la censure, dont l'une des conséquences directes est l'isolement des citoyens, qui ne peuvent plus parler, qui ne peuvent plus s'exprimer, si cette crainte était la première des craintes dans nos esprits, on pousserait à ce que les gens se rencontrent dans la vraie vie. Parce que, à part un confinement du Covid qu'on a déjà vécu, et ils en sont capables, l'important, c'est de se retrouver pour lutter contre ça. Alors évidemment, une chaîne qui a 200 000 abonnés, elle ne va pas faire un apéro à 200 000 personnes, j'entends. Mais qu'est-ce qu'on fait pour pousser les gens à anticiper ? Parce que demain, s'ils sont surtout, on va être une main devant, une main derrière. Et on aura passé notre temps à avoir peur. Et quand ça va arriver, ben on n'aura rien. Rappelez-vous le Covid, on n'aura rien. Le Covid, ça a été soudain, et les gens se sont retrouvés chez eux, et merde, en fait, j'ai plus de copains. En fait, je pensais mes commentaires à YouTube, mais je sais pas quoi et tout. C'est très bien, je vous dis pas le contraire. Mais une fois que ça pète, il y a plus rien. Donc là, on a du temps, donc organisons-nous. Essayons de créer des choses un peu sympas, un peu constructives, où on bricole, on s'encourage à créer des communautés, à créer des liens dans la vraie vie, des voies de contournement. Parce que c'est bien beau de dire YouTube nous casse les pieds avec les algorithmes. Et je le redis, je suis un très mauvais exemple. J'incarne cette contradiction. Donc je me le mets dans la gueule. Les autres font ce qu'ils veulent, je me le mets dans la gueule. Mais en attendant, on n'anticipe pas. Et puis YouTube, c'est une plateforme privée. Il faut quand même rappeler qu'à aucun moment, on a signé un contrat, les gens qui font des vidéos sur YouTube, où YouTube dit « on ne vous censurera jamais, liberté d'expression ». C'est une plateforme privée. Ils font absolument ce qu'ils veulent. Demain, s'ils veulent fermer Juste Milieu, ils le ferment en un claquement de doigts. Et si je n'ai pas de réponse, ils n'ont peut-être même aucune obligation de m'en fournir une. Donc, on ne peut pas jouer au Jean Moulin en ayant remis notre destin dans des mains qui ne sont pas les nôtres. Sur les réseaux sociaux, nous ne sommes pas indépendants. Faut être clair, on est dépendant de décisions extérieures. Donc, ça, j'en suis conscient, je vous le dis. Demain, Twitch ferme la chaîne, c'est pareil. Regardez TikTok, par un moment, on prend des bans. J'ai rien dit, je fais une blague sur la bite, bim, le ban. Bon, c'est peut-être ça qui plaît pas, c'est pas grave. Mais tout ça pour dire que faut pas se leurrer, faut pas se raconter d'histoire. Et le pire, c'est qu'ils nous laissent du temps. Ils nous laissent du temps pour contourner leur truc. Après, il faut un rapport honnête aux choses. C'est-à-dire que si le problème dans la censure des réseaux sociaux, c'est que du jour au lendemain, on ne retrouvera plus la gratitude d'avoir des centaines de likes, des abonnés, des je sais pas quoi. Bien sûr que ça fait du bien, bien sûr que ça fait bander pour le formuler de manière un peu vulgaire. Je ne vais pas vous dire le contraire, c'est mon métier. Je fais ça tous les jours. Bon, ben voilà, évidemment que ça fait plaisir. Mais si le problème de la censure, ce qui nous embête, c'est juste ça, de dire en fait, du jour au lendemain, on va retourner à l'anonymat de quelqu'un dont la parole ne porte pas. Parce que moi, ma parole, elle porte parce qu'il y en a YouTube. Dans la vie de tous les jours, tout le monde s'en fout de ce que j'allais dire. Edouard, il me parle même pas, il en a branlé, voilà, c'est tout. Mais n'oublions pas que tout ça, par essence, est virtuel. C'est con ce que je vous dis, c'est vraiment très con. Il y a 2 jours, je vous le disais, l'important c'est de faire du pain. Mais tu vois, j'essaie d'être dans ma démarche là-dessus, de dire c'est virtuel. Donc l'aspect virtuel fait que ça peut s'arrêter du jour au lendemain. On l'a vu avec le Covid, ils sont capables de nous faire des crasses, vraiment. Donc soyons prêts, on ne va pas encore se faire avoir du jour au lendemain à dire en fait, je suis tout seul chez moi, en fait j'ai pas de copains parce que je passe mon temps à être devant la télé, devant l'ordi, ce qui est très bien, c'est pas ça le problème. Mais c'est juste de dire que c'est virtuel. Et le pouvoir en place a bien compris que des citoyens isolés étaient des citoyens qui ne peuvent plus réfléchir. Pourquoi les bars ont été aussi cadenassés pendant le Covid ? C'est que le bar, vous savez comme j'aime ça, le bistrot, c'est l'endroit par excellence où les gens discutent, où les gens échangent. C'est pas vrai le monde de BFM TV où les gens se détestent et tout le monde se met sur la gueule parce qu'il y a les arabes, les trans, les gauches, la droite. C'est pas vrai. Aller dans un bar, tout le monde se respecte. Ouais, parfois ça va s'encanailler parce qu'il y en a 2-3 qui ont bu un coup de trop, mais on s'en fout. Dans la vraie vie, personne se bat comme ça pour rien. Faut arrêter les conneries. Ça, c'est l'hystérisation des débats militants. Tout est fait pour que les gens se mettent sur la gueule. Mais aller dans un bar, et la vraie vie, elle est là. Donc,
pendant le Covid, il fallait surtout pas que les gens se parlent. Parce qu'ils auraient pu se dire, attends, cette histoire de boire le café debout, t'as pas l'impression qu'on vous prend pour des cons, Michel Enfin, et là, la parole aurait eu du sens. Donc, n'oublions pas que ce qu'on fait sur YouTube, ce qu'on fait sur les réseaux sociaux, et on est tous acteurs de ça, vous en tant que spectateur, nous en tant que créateurs, et vice-versa, tout ça peut s'arrêter du jour au lendemain, parce que c'est le principe même du virtuel. Donc, je vais finir sur une note conne, et après on va sur Martin Blachier, mais c'est con ce que je vais vous dire une fois de plus. Mais n'oublions pas que la vraie force que nous avons en tant que citoyens, c'est de faire du pain. C'est de parler à notre voisin, c'est de faire du lien dans la vraie vie. Parce que si tout pète, il nous restera l'adresse de Patrick, il a une tronçonneuse, il peut dégager l'arbre qui est tombé chez moi. Philippe, il a un levain naturel, il peut m'enfiler pour faire du bon pain. Nathalie, elle fait pousser les aubergines, ben moi je lui échange des œufs parce que j'ai 3 poules qui s'en mangent dans le garage. Il se passe quelque chose. Et vous l'avez vu avec le Covid. Si c'était con ce que je vous disais, parce qu'on n'aurait pas eu besoin de ça au moment du Covid. Donc juste ne l'oublions pas, ne l'oublions pas. Et je vous l'ai dit, en plus, dont acte, avec juste milieu, modestement, on essaie de pousser ça. J'essaie d'incarner ce que je vous dis. C'est bien beau de faire le malin devant la caméra. J'essaie de l'incarner en vous disant, on a fait le télégramme juste milieu, où on a des canaux régionaux. Et de dire aux gens, organisez des apéros. Moi, quand je viens en spectacle dans le coin, on fait des trucs ensemble, c'est trop cool. Ce soir, j'arrête le Juste Bistrot, on va boire un coup à Lausanne. On va boire un coup avec le canal Télégramme suisse, et on s'est organisé, il y a une dizaine de copains, ça va être super. Donc, j'essaie d'incarner mon discours modestement, c'est pas ça qui va sauver la France, je vous le dis tout de suite, mais d'incarner ce discours, parce que demain si ça pète, je sais qu'il y aura peut-être 2 personnes dans ce canal Telegram, vous êtes 4300 aujourd'hui, il y aura peut-être 2 personnes qui auront fait un lien suffisant pour se dire, attends, Michel, t'es chaud, passe à la maison, on boit un coup, c'est bon, ça suffit leur truc, tu vois. Donc c'est ce qui me semble important, c'est ce qui me semble vraiment important. Donc j'essaie d'incarner ce discours, les amis, et de le porter, parce que n'oublions pas ça. Si Juste Milieu disparaît demain, c'est pas votre vie qui disparaît. Et c'est pas YouTube qui me censure plus qu'autre chose. Ils ont décidé d'eux, et c'est la vie. Il faudra s'adapter. Donc on a mis en place des choses. La boîte noire, c'est le principe. Demain, tout saute chez Juste Milieu, on passera sur la boîte noire. Et on le mettra à 90 centimes, j'en sais rien, pour que tout le monde ait accès. On se débrouillera. Donc on essaie d'être prêt, quoi. C'est le principe du survivalisme, alors, qui est poussé à l'extrême, évidemment. Mais c'est ce principe-là. Si demain tout pète, t'as un stock de bouffe lyophilisée. Alors, bien sûr que la bouffe lyophilisée, ça a la même gueule que Michel Drucker, mais c'est la vie, c'est comme ça. Tu vois, je me suis emballé sur cette séquence, mais vous allez beaucoup m'entendre répéter ce message, parce que ça me semble important de ne pas se raconter des histoires, et surtout d'être prêt. On ne peut pas passer notre temps à jouer à se faire peur, et c'est le meilleur moyen de, quand ça va péter, de se dire, ah bah putain, on n'est pas prêt. Bah oui, mais merci. Donc voilà, faites pousser les aubergines, faites des poules, allez boire des coups. La vraie vie, faites du pain. La vraie force, c'est de faire du pain. Voilà, ça c'est un slogan. Je vais faire des t-shirts. Le lobby boulanger, Marie Blachère, qu'on embrasse. Marie Blachère, Martin Blachier. La transition. Putain. Après, voilà, regardez l'émission, parce que c'est aussi du très haut niveau. Voilà, c'est sûr que je dis ça en toute modestie. Je pense qu'on est les meilleurs. Voilà, je peux pas exagérer non plus, mais voilà. Les amis, c'est une vidéo que je ne pensais pas faire. Un homme dont je ne pensais plus parler. Martin Blachier est de retour. Donc avec lui, forcément, on a ce goût, cette nostalgie du Martin Blachier Comedy Club. Alors, ça va être un format un peu différent, parce que oui, Martin Blachier était sur Sud Radio le 3 novembre 2025. Oui, il est revenu. On le pensait disparu. On pensait qu'il était, si vous voulez, un petit peu comme la tectonique. Pendant 2 ans, on avait que ça. Voilà, les coupes au gel, Viveldop béton, avec la pub du mec qui se met la gueule dans le mur. Martin Blachier, c'était la tectonique du Covid. On s'est dit, on s'est bien amusé. C'était sympa. On a fait un petit tour de manège, on a mis les masques. Mais maintenant, ils sont tombés, les masques. C'est fini tout ça. Martin, ta toison velue qui te servait de torse, elle est bien loin. On t'a vu partout. On t'a vu sur BFM, on t'a vu sur CNews, on t'a vu sur Gulli. Et puis t'es parti petit à petit. Voilà, on entendait plus ta grande gueule nous expliquer qu'il fallait confiner, qu'il fallait pas confiner. Toi, c'est sûr que t'étais un confini. Mais voilà, Martin, c'est parti, ça a disparu. Et puis on est passé à autre chose. La guerre en Ukraine,
Mbappé, on est parti sur d'autres sujets, on avait autre chose à foutre. Et il est revenu, putain, de nulle part. Parce qu'on l'attendait pas, parce qu'on en avait rien à foutre, on peut pas se mentir non plus. Et il est revenu, putain. Il est revenu pour un livre. Pour un livre, les 12 travaux d'Hippocrate. Est-ce qu'il s'est mis dans le BTP ? On sait pas. Alors, on va être sérieux 30 minutes. Martin Blachier est de retour effectivement pour un livre, les 12 travaux d'Hippocrate vers un nouveau contrat social. Et donc, cette vidéo, je vous le dis tout de suite, et c'est très paradoxal de dire ça, normalement je ne devrais pas dire ça, mais cette vidéo n'a aucun intérêt, si ce n'est de rappeler des choses évidentes. À la fin de la vidéo, parce qu'on ne va pas parler que de Martin Blachier, vous savez toute la tendresse que j'ai pour lui, j'y reviens dans quelques instants, mais au fond, c'est donner du temps d'attention à un guignol. On le sait, on l'a démontré par A plus B. Mais ce qui me semble intéressant, c'est la force de l'humiliation. C'est la force du rire. Parce que si je vous parle de Martin Blachier, c'est pas pour ses déclarations. Je vais vous montrer quelques extraits, il n'y a absolument rien d'intéressant. Comme disaient des proches, écouter Martin Blachier, c'est comme se masturber avec une râpe à fromage, beaucoup d'efforts pour peu de résultats. On l'embrasse, génie de la blague. Donc, au fond, on s'en fout. Mais n'oublions pas toute la force de l'humiliation, parce que ils ont voulu tourner la page du Covid, et il nous reste au moins ça, c'est de saisir toutes les occasions, de leur remettre le nez dedans, comme on dit. Donc c'est ce que je veux faire aujourd'hui, et parce que aussi, c'est Martin Blachier, je vous l'ai dit, je lui dois énormément de choses. Alors, il a fait partie du succès de Juste Milieu, je pense plus que moi en vérité. 15 vidéos sur le même bonhomme, soit c'est un acteur porno à la mode, soit c'est un guignol. Bon lui, à mon avis, je ne connais pas, je ne veux préjuger de rien, mais bon, quand même, je lui dois beaucoup parce que, et vous le savez, on en a parlé, mais je répète un peu, pour ceux peut-être qui ne savent pas, pendant le Covid, il y a eu toute une série de vidéos qui s'appelait le Martin Blachier Comedy Club, et où je m'amusais à suivre les interventions de cet homme qu'on voyait sur tous les plateaux de TV pendant le Covid, qui était omniprésent, mais vraiment omniprésent, sur à peu près toutes les chaînes, pour donner son avis. Un homme qui était dans une situation en plus de conflit d'intérêts terrible, parce qu'il est à la tête, il était ou il est toujours à la tête d'une sorte de cabinet de conseil en statistique médicale, et il vendait des prestations sur des plateaux où il allait commenter les graphiques de son propre cabinet. Enfin, c'était évidemment n'importe quoi, c'était une escroquerie parce qu'on mentait aux gens en disant qu'il était médecin. Or, Martin Blachier est médecin de santé publique, ce qui n'a rien à voir, c'est quelqu'un qui travaille sur les directives justement qui vont piloter le fonctionnement de la santé à l'échelle régionale par exemple. Il n'est pas médecin généraliste, donc c'était trompeur, il était présenté souvent de manière trompeuse. Bref, vous pouvez regarder tous les épisodes si vous êtes frappé de nostalgie. Et ce que j'avais trouvé passionnant avec Martin Blachier, qui était en plus un intervenant de seconde zone, c'était pas les grosses têtes qu'on voyait de partout, comment elle s'appelle, c'est fou, c'est loin maintenant tout ça, Karine Lacombe, des gens comme ça. Martin Blachier, je l'ai beaucoup aimé parce que il avait une trajectoire à la Star Wars. C'était la trajectoire inversée de Dark Vador, Anakin Skywalker, pour ceux qui connaissent Star Wars. C'est-à-dire que Martin Blachier, il a commencé du côté obscur de la farce. Il a déboulé en disant qu'il voulait sanctionner tout le monde, il voulait mettre des amendes de 10 000 € aux jeunes qui faisaient la fête pendant le confinement. Et puis l'amour lui est tombé dessus, exactement comme Anakin Skywalker qui tombe amoureux de Padmé. Et l'amour est tombé sur Martin Blachier, et il a commencé à opérer des revirements à partir du moment où il était en couple avec Marie-Estelle Dupont, psychanalyste. Attendez, je ne veux pas me tromper sur son métier, j'ai toujours un doute. Psychologue française, Marie-Estelle Dupont, qu'on a vu sur pas mal de plateaux également, et ils ont eu une histoire d'amour, les deux tourtereaux. Et à partir de là, Martin Blachier, qui défendait bec et ongle la vaccination, comment dire, ouais, mais en fait pas les enfants, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, personnage incroyable qui a retourné sa veste, qui nous a offert des déclarations incroyables, et puis qui a pris goût à la lumière. En vérité, le problème, c'est ça, on y reviendra. Donc, on a passé presque 2 ans sans le voir. Et je lui dois tellement. Je pense qu'en cumulé, sans déconner, les Martin Blachier Comedy Club, ça doit être 4 ou 5 millions de vues. En cumulé, c'est un truc énorme, blague à part. Encore aujourd'hui, après les spectacles, on me dit « Ouais, Martin Blachier Comedy Club, je t'ai connu avec ça et tout. » Donc, en plus, j'ai une vraie tendresse pour le mec, que j'ai jamais eu la chance de le rencontrer. Il avait fait un débat, si je dis pas de conneries, je crois qu'il avait fait un débat avec Greg Tabibian, qui lui avait posé la question. Attends, je vais voir si je dis des conneries, j'ai un doute, parce que
Quand même pas mal. Oui, c'est ça. Il avait fait un débat avec Greg Tabibian et Greg lui avait posé la question de savoir s'il connaissait Juste Milieu. Alors, le truc a été mis sur Odyssée. Ouais, Greg lui avait posé la question s'il connaissait Juste Milieu. Alors, d'une population. je vais peut-être ramer à le trouver. Bon, c'est pas grave, tant pis. Et Greg Tabibian lui avait dit s'il connaissait Juste Milieu et Blashy avait dit non. Blashy avait dit non, je mange pas de ce pain-là, je crois un truc comme ça. Donc j'ai jamais eu la chance d'échanger avec lui, alors que ce serait rigolo aujourd'hui, tu vois, comme des vieux copains, finalement, sans se connaître. Mais le voilà de retour. Et même si j'ai la tendresse, même s'il y a tout ça, le retour est quand même curieux. Donc, regardez, c'était sur Sud Radio, face à Perico Légas, si je dis pas de conneries, le présentateur. Et il vient nous présenter ce nouveau livre, Les 12 travaux d'Hippocrate. Il est présenté comme médecin, donc l'escroquerie continue. Et alors, je vous ai sélectionné des petits morceaux sympas. Sélectionné des morceaux sympas parce que tu te dis, en fait, le mec n'apprend pas de ses erreurs. En fait, c'est Un jour sans fin, le film d'Harold Ramis, qui est formidable, qui raconte l'histoire d'un mec qui vit tout le temps la même journée, en fêtant le jour de la marmotte. Groundhog Day, qui est le nom anglais du film. Et en fait, c'est un jour sans fin. Martin Blachier, tu dis, c'est un mec qui a goûté la lumière, et tu sens que, peut-être que c'est un procès que je lui fais gratuit, hein, mais tu sens que pour la lumière, il serait prêt à tout. Et donc, 1 minute 30 d'interview. Martin Blachier nous parle de la vaccination contre la grippe, avec tout le passif qu'on lui connaît. Et écoutez ce qu'il va nous dire. Contre la grippe. Je pense qu'on n'est pas du tout prêt en France pour appliquer ce genre de mesures. C'est quelque chose qui se fait beaucoup plus dans d'autres pays, notamment des pays comme l'Allemagne, où on essaie beaucoup plus de responsabiliser les gens. Je pense que c'est une question qui va falloir se poser à l'avenir, mais j'aurais tendance à penser que c'est un petit peu trop tôt. Mais oui, la responsabilisation des gens, c'est quelque chose qui va devoir être ouvert comme débat en tout cas. Bon, vous ne vous dérobez pas dans le livre, vous ne dérobez pas là. Vous, personnellement, vous estimez qu'à un moment donné, d'une façon générale, sans rentrer dans le détail, on prend une décision, on l'assume? Absolument. Moi, je pense que la santé, il faut commencer à regarder ça comme on regarde plein d'autres sujets et il faut responsabiliser comme dans plein d'autres secteurs. Voilà. Donc, voilà. Bon. Après avoir fait carrière sur la vaccination obligatoire du Covid, en tout cas l'avoir poussé dans pas mal de séquences, il revient et finalement... Maintenant, c'est vaccination obligatoire contre la grippe, avec un discours en plus, ces éternelles comparaisons avec les autres pays. L'Allemagne le fait, nous on le fait pas, donc on doit le faire. Est-ce que ces phrases d'ailleurs sont rétroactives? Est-ce que ce que fait l'Allemagne est forcément bien? On sait pas. Alors c'est vrai que, bon, je peux me permettre, hein, j'ai la gueule du père de la famille Pierre à Feu, il a pris un coup de pelle, notre Martin. Hein. Et ça m'a fait de la peine. Parce qu'il était beau comme tout, je me disais, tu vois... je me prendrais bien un coup de seringue. non, j'ai jamais dit ça. Jamais. Faut pas dire, oh, dis donc, c'est une émission sérieuse, hein. Attention. Hein. Mais tu sens qu'il a pris un coup de pelle. Et ça m'enquiquine. Il a pas l'air en forme. Je pense que faut qu'il se remette dedans. La vitamine C, faut qu'il mange un peu des kiwis. Les kiwis, c'est bon, les kiwis. Faut qu'il mange des kiwis. Faut qu'il mange des fruits, là. Hein. Là, tu vas me mettre un joker. Joker pour Martin Blachier, parce qu'il a pas l'air au taquet. Il a l'air blafard. Attends. Martin Blafard, regarde d'où il vient, le mec, il était beau comme tout. Moi, j'aurais quitté père et mère pour lui. Et regarde, avant, comme il était croquant, là, au début du Covid, ça, c'est mes photos préférées, regarde. Sourire, gros baiser. Et là, sur Sud Radio, il est... Bon, il y a coup de pelle. Je peux me permettre, je suis dégueulasse. Donc, il nous dit ça sur la vaccination. Tu te dis, tiens, un jour sans fin, rebelote, on y revient. Mais c'est pas tout. Alors, ce que j'ai pas compris, et là je dois vous l'avouer, pendant la période Covid, qui nous l'est étalé sur tous les plateaux TV, tu te dis, bon, allez, il faut bien, de toute façon, il fallait bien des relais du message dominant, de la vérité officielle, il en fallait, et puis, bon, bah, lui, je sais pas, il a vu de la lumière, il est rentré, ils lui ont dit, t'es extraordinaire. Donc,
Voilà, ils nous l'ont imposé. Bon, alors 2 ans plus tard, on n'a plus de nouvelles du type. Il a absolument rien foutu. On sait pas. En fait, on sait pas avec son cabinet, on sait plus ce que ça donne. On n'a plus de nouvelles du mec. Tu vois, c'est pas un intervenant dont on entend parler à chaque nouveau variant. Tu sais, c'est les variants Frankenstein, Zaz, tous les variants du Covid qui font peur. Ils nous ressortent les Karine Lacombe qui arrivent, qui disent attends, le variant, il fait peur. Merci Karine, bonne soirée. Et donc ils reviennent tous les 2 mois, tous les 3 mois avec les nouveaux variants, tu vois. Martin Blachier, même pas. C'est-à-dire que le mec, c'est ce qui est fou en plus, pour la petite parenthèse, c'est ce qui me sidère, c'est qu'il s'est soumis à un système qui au fond ne le considère pas. Ils l'ont appelé dans les médias pour faire le nombre. Tu sais, petite parenthèse, ceux qui ont connu ça, à l'école, quand tu jouais au foot, école primaire, tu sais, tu faisais les équipes de foot. Il y avait 2 capitaines, généralement c'était les meilleurs au football, et ils choisissaient leurs joueurs. Moi, j'étais souvent dans les derniers. Pour 2 raisons. J'étais nul et j'étais gros. Ça fait gros nul. Donc, bon, bah, tu vois, j'étais là pour faire le nombre. Tiens, Rémi, tu feras le ballon. Je dis, ah, bon, d'accord. Bon, voilà, puis on passait un bon moment. Et Martin Blachier, j'ai l'impression que c'est le gros nul du Covid. C'est qu'ils nous l'ont appelé pour faire le nombre. Et vraiment, maintenant, tu vois, bon, là, il est sur Sud Radio, c'est une consécration, parce que sinon, c'est ça, ou Grenier Magazine, tu vois. Alors, Martin, vous avez sorti un livre, et sinon, La brocante de Saint-Estelle-des-Chalès, vous en pensez quoi? Bon, donc il est là, il fait le taf, tu vois, mais voilà. Et pourtant, écoute-moi ce passage brosse à reluire qu'ils nous ont sorti, ça m'a fumé. Écoute-moi ça. Les 12 travaux d'Hippocrate, vous prenez point par point, il y a 12 points très précis, avec des chapitres, des sous-chapitres, vous faites un décryptage d'une précision parfaite, avec une réflexion poussée. C'est l'expérience, il y a une passion médicale chez vous, il y a, bon, vous dites que vous êtes fils de médecin vous-même, vous êtes né là-dedans, mais vous avez approché le monde médical avec un œil nouveau, avec du recul. Je me souviens que vous étiez au moment du Covid, un des premiers, non pas avoir fait au contraire, mais vous avez alerté sur peut-être certains dysfonctionnements ou certaines erreurs qui étaient en train de se mettre en place et qui ont été corrigées conformément à ce que vous disiez. Rappelez-nous juste brièvement, aujourd'hui, quelle est la conclusion sur le Covid? Est-ce qu'il y a... Quand même. Merde, quand même. Comme dirait l'autre. Non, c'est beaucoup. C'est trop. C'est trop picot. Là, faut... Non. C'est Perico Légas qui s'appelle en face. Alors, pour l'anecdote, je crois que Perico Légas, il est en couple avec Natacha Polony. Voilà, ça, c'est gratuit, c'est la page People. Mais quand même, j'ai eu vu des films où les gens étaient pas super habillés, où il y avait quand même... sur le plan ORL, j'ai donc dit voilà, otorino-laryngé, hein, toute la sphère oreille, gorge, intestin grêle si la nature était généreuse. J'ai vu des films où il y avait beaucoup moins ce sens du polissage, ce sens de allez, j'en ai un petit peu plus, est-ce que je la mets quand même? Non. On est à la radio. Il faut se tenir. Parce qu'après, il y a les bonnettes des micros, c'est dégueulasse, ça fait mauvais genre. Il y a des gens qui viennent les jours d'après. Non, on peut pas. Le monde de la santé vous a écouté pour corriger les conneries du Covid? Non. Le monde de la santé vous a écouté pour en rajouter. Donc ça n'a rien à voir. Je l'aime beaucoup, Martin Blachier. Je vous l'ai dit, si je pouvais me faire tatouer son portrait sur l'avant-bras, je le ferais. Bon, j'ai pas trouvé le temps là, c'est parce que je m'épile les genoux. Enfin, j'ai un planning de ministre, ce qui est une expression d'ailleurs parfaitement folle parce que les ministres ont du temps. Ministre, ça dure 16 heures. Donc planning de ministre aujourd'hui, ça veut rien dire. Mais c'est pas le sujet. Donc Martin, tu te dis, bon, le mec, cette brosse à reluire qui est passée par une sorte de Didier Bourdon de Vinted, tu te dis, non, quand même, arrêtez. De toute façon, ça n'est plus nécessaire. Je veux dire, le Covid est terminé, aux dernières nouvelles. Ça sert à rien de faire comme si le mec, c'était le Darwin de Pfizer. Non, c'est une pompe à vélo, viens pas lui cirer la tongue 2 ans après, tu vois. On s'en fout, vous avez plus besoin de nous l'imposer. La propagande est terminée. Donc dit qu'il nous a écrit une daube qui va sortir, il va en vendre 43. Voilà, ne passe pas trop. Mais le pire, c'est que lui, il se chauffe, Martin Blachier. Ah bah c'est comme Gérard Miller, quand son cabinet est plein, il se dit on va passer une bonne après-midi. Donc Martin Blachier, ça le chauffe. Et l'autre, il lui dit oh, vous êtes génial, monsieur Blachier. Et Martin, il dit putain, peut-être c'est vrai. Donc, il lui demande son avis sur le bilan Covid et il va répondre, Martin. C'est ça le problème. Écoute ce qu'il nous dit.
Des choses qu'on a faites trop tôt ou des mesures de confinement qui ont été un petit peu trop abusives, dont on aurait pu se passer. Je pense que le Covid nous a coûté extrêmement cher et qu'il aurait pu nous coûter beaucoup moins cher. Je pense que beaucoup de problèmes qu'on a aujourd'hui sont liés à des décisions pas forcément extrêmement bien calibrées au moment du Covid. Encore une fois, c'est toujours difficile de dire les choses après la bataille. Je pense que voilà, ils ont fait comme ils ont pu, mais ça aurait pu nous coûter beaucoup moins cher en tout cas. Donc, le premier sujet que vous abordez dans votre livre. On va pas refaire le match, mais c'est toujours les mêmes problèmes. Pourquoi, comment, qui, que, quoi, dont, où. Mais où est donc le Ricard ? Il est formidable, Martin Blachier, mais je veux dire, c'est quand même le premier expert. Wallah, croyez-moi, tu vois. Depuis le début du Covid, c'était ça. C'était non, mais c'est vrai que on pourrait faire mieux. Mais on pourrait faire quoi ? Bon. Hein ? Elle est où, Marie-Estelle ? Non. Je dis, c'est faut arrêter, tu vois. Ils nous ont sorti ça depuis le début du Covid. Pourquoi tu vas encore sortir ces arguments à la mort moelle-neu ? Tout ce qu'il a dit, c'était n'importe quoi, à peu près. Il a retourné sa veste 250 fois et il nous le ressortent aujourd'hui. Et la fin du raisonnement, alors l'interview dure 40 minutes, je ne vais pas tout vous diffuser évidemment. Allez voir sur Sud Radio, la chaîne Sud Radio si vous voulez voir en intégralité. C'est que il y a eu tous les retournements de veste de Martin Blachier, on ne va pas refaire la liste, il y en aurait pour 2 heures de vidéo. Il y a eu quelqu'un qui a soutenu les décisions gouvernementales la plupart du temps. Pas tout le temps, mais la plupart du temps. Avec des mesures, le quoi qu'il en coûte. Moi, je suis une bite en économie. Je vous le dis tout de suite, économie, 4 et 4, je sais pas trop. Donc vraiment, je donne ma langue au chat, tu vois. Mais bon, quoi qu'il en coûte, tu te dis... Rappelez-vous le Covid, quand Macron nous annonce quoi qu'il en coûte, tu dis attends frérot, quoi qu'il en coûte, c'est pas ton chéquier en fait. Quoi qu'il en coûte, si jamais ça coûte, c'est vous. C'était le problème du quoi qu'il en coûte, c'est que Macron il a pas dit, tu vois, le copain généreux à la fin d'une bonne tablée, c'est pour moi. Non, Macron il nous a dit c'est pour vous. Donc voilà, moi tu m'invites au restaurant, tu me donnes ta carte bleue, évidemment que je les prends les 3 entrecôtes. Quoi qu'il en coûte. Même si le lendemain, je reste 3h30 sur le trône, c'est pas grave, parce que quoi qu'il en coûte, c'est pas ma carte bleue. Donc, toutes les mesures, par exemple, de fermeture des entreprises drastiques, comme on a pu avoir, les commerces non essentiels, tout ça, quoi qu'il en coûte, m'envier, en fait. Quoi qu'il en coûte, évidemment que ça allait creuser un trou économique. Et aujourd'hui, on a des bilans qui démontrent que les pays qui n'ont pas eu ces mesures-là s'en sortent pas beaucoup mieux, mais s'en sortent pas pire que nous. Donc, c'est quand même sidérant que le mec, à la limite, le match est fini. Je veux dire, donc tu peux dire, effectivement, j'ai eu telle position, il s'est passé ça, peut-être c'était un peu ça. Au contraire, tu as l'occasion de faire preuve d'une légère humilité qui redore ton blason. Non, en fait, le mec continue et persiste. Et donc, le quoi qu'il en coûte qui, aux surprises, nous a plombés. Je rappelle nos amis soignants qu'on embrasse et qu'on salue, nos amis soignants qu'on présentait comme les soldats en première ligne, ceux qu'il fallait aider. On allait relever l'hôpital public. Non seulement on l'a pas relevé, on lui a mis une balle dans la tête. Donc, voilà, nos soignants en première ligne avec les casseroles. Les casseroles, elles sont rangées. Et puis l'hôpital public, c'est toujours n'importe quoi. Donc, tout le monde s'est fait avoir. Et le quoi qu'il en coûte risquait de créer une augmentation des dépenses publiques. Trop drôle, il y a eu une augmentation des dépenses publiques. Et qu'est-ce que nous dit Martin Blachier en 2025 ? L'hôpital public n'a plus d'argent. Écoutez... Que ces gens aient besoin d'aller à l'hôpital, ça devrait être un objectif de santé publique en soi. Donc de n'y aller que pour des raisons avérées, avec un contexte médical déterminé qui fait qu'il n'y a pas d'autre solution que l'hôpital pour soigner la pathologie en question. Moi, je rêve que la technologie arrive à faire en sorte qu'on ait quasiment plus besoin d'hôpitaux, qu'on ait besoin de petits centres qui soient beaucoup plus proches de chez nous, donc décentralisés, et surtout qu'on puisse faire la majorité des choses à domicile. Alors vous dites, libérer le médecin pour mieux soigner. Vous divisez les médecins en 2 catégories qui sont très belles d'ailleurs, les idéalistes et les pragmatiques. Les idéalistes, c'est ceux qui disent on est là pour sauver des vies, on est dans le serment d'Hippocrate, et puis vous avez les pragmatiques, les besogneux du terrain qui disent oui, mais en fait c'est au quotidien que ça se gère. Exactement, en fait c'est 2 manières de voir la médecine qui sont complètement différentes et que j'avais observé dès mes études de médecine, c'est-à-dire qu'il y a... qui sont complémentaires. Et qui sont complètement complémentaires et qui, à mon avis, sont un schéma de ce que doit être l'avenir et ce que sera l'avenir de notre système de santé. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui font médecine
pour, entre guillemets, prendre en charge la misère du monde. Et c'est très beau, c'est une très belle vocation. Dimension sociale. Dimension Humaniste, sociale. humaniste. Je soigne le maximum de gens que je peux soigner en dormant 3-4 heures par nuit, et je ferai ça toute ma vie. C'est quasiment un sacerdoce, c'est quasiment une vocation spirituelle. Et ces gens-là, ils ont envie de travailler dans un système de santé qui ressemble à l'hôpital public, qui pour moi est sa vraie mission. Et d'ailleurs, l'hôpital public est né des hospices qui avaient été créés par l'Ancien Régime, qui étaient pour prendre en charge le maximum d'indigents qui avaient effectivement des maladies. Et puis après, il y a le groupe des gens qui sont juste des professionnels, eux qui veulent faire du soin de bonne qualité et qui veulent être payés pour pratiquer ce soin de bonne qualité. C'est le soin que vous et moi allons faire quand on a besoin de se faire une prothèse parce qu'on a l'articulation qui commence à être abîmée. C'est le soin qu'on va vouloir se faire prendre en charge notre diabète. C'est le soin quand on va vouloir se faire prendre en charge notre hypertension. En fait, c'est le soin qui est une consommation qui ressemble à la consommation de tous les jours. Et ce système de santé-là, il ne peut pas rester dans les fondamentaux, selon moi, de 1945, parce que le contexte ne le permet plus. Voilà, hein, donc si vous voulez, c'est... alors on peut pas lui faire tous les procès du monde, mais c'est le raisonnement McKinsey de la médecine. C'est-à-dire des gens qui ont des tableaux Excel plutôt que des stéthoscopes et qui te font des raisonnements. Martin Blachier te fait des raisonnements. Je trouve qu'il y a une forme d'insulte. C'est une interprétation, hein, c'est une interprétation subjective. Je trouve qu'il y a une forme d'insulte de dire... Ouais, il y en a qui bossent pour servir les autres, je dors 4 heures par nuit pour sauver des vies, non mais, les losers, non mais ça va quoi. Et en étant payé pas beaucoup, pour, oui, il y a des malades, ils vont mourir, non mais, les nulos. Bah oui, connard, en fait, heureusement, tu vois, parce que je te rappelle que ce sont les mêmes soignants qu'on applaudissait en 2019, enfin 2020, qui avaient des sacs poubelles parce qu'il n'y avait plus de blues. S'il y avait pas ces gens-là, t'aurais peut-être pas pu faire le guignol à la télé. Et même si ton truc, c'est de soigner des colonnes et des abscisses et des ordonnées, peut-être on t'aurait rappelé à l'hôpital pour faire des garrots, je ne sais quoi. Donc, pompe à vélo quand même, pompe à vélo. J'avais pas envie de le crépir non plus, Martin Blachier, mais tu te dis putain, en fait c'est fou comme le cul-de-jatte ne réapprend jamais à marcher. Elle est con la phrase, mais pas plus con que ce qu'on vient d'entendre. Le cul-de-jatte ne réapprend jamais à marcher. Et Blachier, tu dis en fait c'est foutu, mais c'est pas foutu intellectuellement. C'est sans aucun doute un mec très brillant. C'est ça le pire d'ailleurs. Comme disait Coluche, le pire c'est qu'ils font exprès. Mais je pense que c'est juste un type dont le fonctionnement intellectuel de travailler avec des tableaux plutôt qu'avec des humains fait qu'aujourd'hui il te sort ce genre de raisonnement. Mais c'est quelqu'un qui, je pense, je veux pas lui prêter cette pensée, attention, hein, je pense que Martin Blachier considère l'aide à mourir ou euthanasie sans limite comme une super chose. Parce que si tu as un pragmatisme statistique qui est de ne considérer les patients que comme une unité dans un tableau, bah évidemment, moins d'unités, moins de coûts, moins de dépenses. Bon bah pourquoi on fait pas ça? Donc, et c'est là où l'aspect, alors quitte à être un peu réactionnaire, l'aspect humain de la lutte contre l'euthanasie sans limite fait que les individus ne sont pas des cases Excel. En tout cas, j'essaie de défendre cette vision-là, chacun a la sienne. Mais donc, c'est complètement dingo. Et c'est la médecine Excel. Donc, au fond, et je vous dis, on va pas faire 2h30 sur l'interview parce que je l'ai regardé en entier quasiment. C'est ça tout le long. Donc, c'est sidérant. Je vous invite à le regarder et vous faire votre opinion. Mais pour finir sur une réflexion et revenir au Covid, et revenir à ce que je vous disais au tout début de la séquence, si je vous parle de ça, c'est pas pour Martin Blachier. Il y a cette tendresse que je vous expliquais, mais au fond, on s'en fout de Martin Blachier. On s'en fout parce que rien de neuf sous le soleil. On s'en fout. Mais si je voulais vous en parler, c'est parce que ils ont effacé l'ardoise du Covid. C'est vrai. Aujourd'hui, je crois qu'il faut se résigner. Il n'y aura pas de poursuite. Il n'y aura pas de condamnation. En tout cas, en France, vous voyez, tous ceux qui ont été à peu près poursuivis par la Cour de justice de la République, il y a eu Bubule, jusqu'à Agnès Buzyn, qui ne s'est même pas rendue à une convocation de la justice. Il y a eu Bubule, et ils le savaient très bien qu'il y aurait Bubule. Ils le savaient très bien qu'il n'y aurait rien. Donc, ils ont effacé l'ardoise. Ça sert à rien de se raconter des histoires. Ça sert à rien de se dire on va les poursuivre, on va faire quoi. Enfin, ça sert à rien. Moi, je le cul dans ma chaise devant ma caméra, je peux dire ça. Il y a des associations sur le terrain qui continuent de se battre. Donc j'enlève ce que j'ai dit. Excusez-moi, je l'enlève. C'est pas vrai, ça ne sert pas à rien. Parce qu'il y a des gens qui mènent le combat et c'est tout à fait leur droit. Et c'est à la limite plus courageux que de dire ce que je dis devant ma caméra. Là où je dis
ça sert à rien, ou en tout cas, ça me semble être peine perdue, c'est que ce combat, ce système est tellement pourri que, pour moi, c'est mettre des forces face à un système pourri qui, comment dire, n'a pas tremblé pour l'instant, et je pense ne tremblera pas par rapport au Covid. Autant la reconnaissance, par exemple, des victimes d'effets secondaires, je pense qu'il y a un combat qui peut être mené et ça bouge. On a vu déjà des beaux succès, et justement grâce aux gens sur le terrain. C'est pour ça que je tiens à m'excuser pour ce que j'ai dit jusqu'avant, parce que c'est complètement injuste. Il y a des gens sur le terrain qui font des trucs super. Entendez-moi bien, je fais une scission en fait entre la poursuite des gens qui étaient au pouvoir, où je pense qu'il n'y aura rien. J'espère me planter, évidemment. Je pense qu'il n'y aura rien. Par contre, l'engagement sur le terrain judiciaire de lutter pour les victimes des effets secondaires, pour qu'il y ait réparation, qu'il y ait des poursuites, qu'il y ait des enquêtes, je pense que c'est un autre domaine qui, lui, effectivement, a de l'intérêt parce qu'il y a déjà eu des succès, il y a déjà eu des victoires. Pas assez, évidemment, mais il y en a déjà eu, que ce soit en France ou ailleurs. Donc, je fais une scission entre les deux. Pour moi, les responsables politiques ne paieront jamais. C'est le seul terrain juridique où je me permets de dire que ça ne sert à rien. C'est pour ça que je tiens à être très prudent, parce que je veux surtout pas être mal compris sur ce sujet-là, vous le savez, qui me tient à cœur, et surtout pas être médisant avec des gens que j'ai rencontrés, et que, même ceux que j'ai pas rencontrés, mais on a fait des dates ensemble, on a organisé des choses avec des associations de défense des victimes d'effets secondaires, notamment, ou de soignants suspendus. Et donc j'ai pu mesurer d'une certaine manière la force de leur combat, la force de leur engagement. Donc je veux surtout pas être mal compris là-dessus. Je fais une dissociation entre les deux. Et c'est juste la poursuite des puissants qui me semble complexe, parce que malheureusement je vois pas comment ça pourrait bouger, et si ça bouge ce serait un jeu de domino énorme qui ferait tomber plein de gens. Donc sur cet aspect-là ça me semble compliqué. Donc de fait ces gens-là ont effacé l'ardoise. Ils ont effacé l'ardoise médiatiquement. Tu vois, même les personnages qu'on aurait pu poursuivre, comme Karine Lacombe, des gens comme ça qui ont menti ouvertement, qui ont en tout cas défendu des propos dont ils n'avaient pas les preuves, eux, à la limite, peut-être qu'il pourrait y avoir des continuités juridiques. Pour les politiciens, il n'y en a pas. Pour les intervenants médiatiques, pourquoi pas? Je ne sais pas. Je suis un peu moins mesuré, je suis un peu moins rude sur ma position là-dessus. Mais ce que je trouve fou, c'est qu'ils essaient d'effacer l'ardoise, et le pire, c'est qu'ils essaient de réécrire l'histoire. De réécrire l'histoire en restant du bon côté du manche, en restant dans la posture du sachant, de celui qui sait, de celui qui oriente, de celui qui dit. Et ça, c'est un truc qui me sidère. Donc, en partant de cet argument, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, parce que quand je parle de gens qui réécrivent l'histoire, ça date tout simplement d'hier. Vous avez peut-être vu ça. Macron qui était à Toulouse devant des citoyens triés au hasard, et il y avait ce monsieur Marty. Et sur la médecine, pourquoi ? D'abord, au début du Covid, le complotisme était artisanal. C'était quelques individus bien connus, qu'on avait connus pendant la grippe H1N1, qui ont commencé à lancer des théories farfelues. Et puis, ils ont industrialisé cette réponse. Ils ont créé des associations, ils ont créé des structures véritables qui leur ont rapporté beaucoup, beaucoup d'argent. Ils ont eu des avocats qui ont fait des actions de groupe, qui ont gagné des millions d'euros là-dessus. Il y a eu de fausses presses, type François, bloc complotiste bien connu, M. Azalmer, si tu nous vois, qui vraiment a porté cela et l'a diffusé. Et nous nous sommes fait attaquer. On était en quelque sorte une petite troupe de médecins et de chercheurs. On avait fait un shadow cabinet à l'époque scientifique pour combattre ce complotisme. On a été menacés de mort. J'ai personnellement eu un garde du corps pendant 2 ans. J'ai eu des milliers et des milliers de menaces de mort, reçu des balles à la clinique dont je m'occupe, groupement clinique indépendante, l'année dernière aussi. J'ai eu des centaines de milliers de menaces. Le hashtag. Tu vois, donc en fait, les victimes, ce sont eux. Alors, Docteur Marty, je vais pas sortir trop les trompettes parce que vous le savez, c'est l'une de mes plus grosses déceptions avec Juste Milieu, c'est l'interview avec lui. Autant l'idée était pas de l'insulter, ça aurait été absolument ridicule, mais j'avais manqué de mordant, on en avait déjà parlé. Je refais volontiers mon mea culpa là-dessus parce qu'il faut être factuel. Mais pour autant, aujourd'hui, tu as quelqu'un qui en plus, ils réécrivent l'histoire, ils effacent l'ardoise et ils se font passer du côté des victimes. Monsieur Marty, Jérôme Marty, n'a aucun mot pour les victimes d'effets secondaires, pour les soignants suspendus, mais même plus largement. Aujourd'hui, on peut parler des victimes des conséquences psychologiques du confinement, de tout ça, qui se comptent par dizaines de milliers. Donc, ils essaient de se faire passer comme victimes et d'isoler le destin des autres. J'ai jamais entendu Dr Marty avoir des mots
pour tous les gens que je viens de citer. Donc je trouve ça complètement sidérant de renverser la chose jusqu'au bout, sans aucune honte, Et donc qu'est-ce qui nous reste par rapport à ça? Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Pour moi, ce qui nous reste, c'est le combat sur le terrain, et j'insiste là-dessus, et je refais un gros bisou une fois de plus à tous les gens qui se battent sur le terrain, tout le soutien qu'il faut, et l'antenne de Juste Milieu est ouverte s'ils ont besoin de défendre des causes, de défendre des initiatives. L'antenne de Juste Milieu est ouverte, vous passez dans le Juste Bistrot quand vous voulez pour passer des messages, défendre ce que vous voulez en termes de cause, ça c'est très important de le rappeler. Ce qui nous reste, il y a ce combat-là, effectivement, pour faire payer, parce qu'il faut faire payer, mais au sens symbolique comme au sens financier. Ça ne peut pas rester impuni, il faut rester déterminé à ça. Moi, dans ma partie, ce qui est celle juste milieu, ce que je peux faire avec mes petits bras, donc d'aider ceux qui sur le terrain s'engagent, c'est important, mais aussi de rappeler une force qu'on a, à mon avis, dans le combat, qui est la force de l'humiliation. Pas de l'insulte, pas de la diffamation, la force de l'humiliation rieuse, l'humiliation positive, de se foutre de leur gueule. Vous le savez, c'est mon cheval de bataille depuis le début. Nous devons nous foutre de leur gueule. Parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de choses. Et à chaque intervention de Blachier, Lacombe, Véran, Buzyn, toute cette clique, à chaque intervention, de multiplier les blagues, les moqueries qui ne sont pas diffamatoires, qui ne sont pas insultantes, de remettre le couvercle de l'humiliation sympathique, de l'humiliation positive, à chaque fois. Parce que par les tribunaux, je ne suis pas sûr qu'on puisse faire payer quelque chose. Par la morale, ça se saurait. Est-ce que l'un d'entre eux a fait mea culpa? Même pas. Donc, qu'est-ce qui nous reste? La capacité, je pense, à les humilier positivement à chaque fois. Et je trouve ça vraiment important de le rappeler. C'est pour ça que je vous parlais de Martin Blachier. C'est pas pour refaire un énième truc sur lui, parce que je vous le dis, on s'en fout. C'est de rappeler qu'au fond, ces gens-là ont eu des positions d'idiots qu'on a pris au sérieux. Et donc, rappelons-nous ça à chaque fois, de les moquer, de les humilier. Vous voyez bien qu'ils ne supportent pas ça. Tout n'était pas que complotiste. Quand Marty parle de rumeurs complotistes de je sais pas quoi, je suis sûr et certain que sa fameuse déclaration des millions d'années de recul, je suis sûr que le mec, quand tu lui remets dans la gueule, il pense que c'est du complotisme, que c'est une attaque, que c'est je sais pas quoi. Il ne supporte pas ça. Il ne supporte pas qu'on se moque d'eux. Ils pensent être des instances morales, des instances intellectuelles. Si on les ramène à la pesanteur du quotidien, mais en fait, vous êtes qui? S'il n'y a pas BFM TV, vous êtes qui? Si vous n'avez pas été martelé, omniprésent, si vous n'aviez pas été presque aussi viraux que le virus lui-même, quand vous avez vu partout qu'on essayait de vous transmettre de partout pour contaminer tous les esprits, mais vous seriez des gens lambda. Vous êtes des gens lambda. Médecins, si vous voulez... médecin de santé publique, si vous voulez, urologue, si vous voulez, mais vous n'êtes pas les instances morales que vous pensez être. Vous n'êtes pas supérieur déjà à vos collègues, et encore moins au reste de la population. Vous êtes des pompes à vélo, et ça, on a le droit de le dire. On a le droit de le dire, on a le droit de le rappeler. À chaque intervention, de trouver un moyen de rappeler tout ça. Hashtag guignol, j'en sais rien, mais qu'il y ait... Parce qu'à un moment donné, évidemment, ils parleront d'harcèlement, c'est toujours le truc classique, mais c'est pas du harcèlement. Est-ce que les citoyens n'ont pas été harcelés quand tous les soirs, il y avait Jérôme Salomon qui venait faire un tiercé mortuaire pour dire aujourd'hui 200 morts, rendez-vous demain? C'était pas du harcèlement, ça? C'était pas du harcèlement des esprits, d'instaurer la peur, d'instaurer la crainte à chaque fois? Donc, soyons sérieux. Par le rire, par la rigolade, par la moquerie, je pense que c'est très important. C'est pour ça que je voulais vous parler de Martin Blachier, pour marteler tout ça, que nous avons encore ce droit-là, qui est de nous moquer, qui est de les humilier jusqu'au bout. Donc, voilà pourquoi je voulais vous parler de ça, avec cette petite nostalgie, les amis, cette séquence Martin Blachier. Voilà ce que je voulais vous dire là-dessus, les copains. Et puis voilà, on est pas mal, 18h24. Je vais pas tarder pour ce soir, je vais y aller les copains. On va se retrouver évidemment demain. On va se retrouver pour le Juste Bistrot. Et demain, nouvel extrait, c'était mieux avant, du spectacle à Plan de Campagne. D'ailleurs, sur le spectacle, vous le savez, hein, la billetterie est à jour pour toutes les dates 2026, les amis. Toutes les dates de chez toutes les dates. Regardez si vous ne l'avez pas encore fait. Paris, on est complet d'ailleurs. Pour information, Paris, c'est fini.
fini, c'est complet, on a vendu les 304 billets. Genève, le 13 décembre 2023, amis suisses, allez-y, plein badin, Genève, on va bien s'amuser, ça part vite également. Et puis l'année prochaine, toutes les dates qui sont disponibles, Montélimar, Bruxelles, Châteauroux, Brive-la-Gaillarde, Montpellier, Besançon, Auray, Lyon, Rouen, Caen, Biarritz, Toulon, Vannes, Lille, et on a d'autres villes qui vont arriver. C'est pas encore officiel, les billetteries sont pas ouvertes, mais je peux vous le dire, il va y avoir Trébeurdin, il va y avoir Rennes, il va y avoir Amiens et Dijon. Voilà, je vous le dis, il y a encore 4 villes qui arrivent. On va vous annoncer tout ça petit à petit, mais n'hésitez pas à prendre vos places dès à présent. Ça part vite parce que vous êtes au top. Voilà les amis, je vous embrasse. On se retrouve demain, plein badin. Demain, on parlera rugby évidemment et j'ai d'autres sujets pour vous. Ah oui, demain on a un sujet chaud, on va parler de la propagande israélienne, on va encore avoir des problèmes. Donc voilà les amis, on se retrouve demain en pleine forme, je vous embrasse, vive la rigolade et vive la France, à demain. But that days in, we used to get it in. Had the second and third floor with the Panamanian broad, bit Sasha. Ran the fifth floor with a roster. Had weed, crack, and coke. Top floor had the dope. Rumor had it a ghost. Had the spot haunted up. Remember one late night in the spot, posted up. Heard a strange noise. Didn't think much of it, just lit the J up. Figured a nigga was bugging. Heard a muffled voice, like a child crying. May the Lord strike me dead now. If I'm lying, I'm flying. The cries got louder and closer. Scared as fuck. Grip